sais qui est en train de décéder en toussant? C'est L'invité. moi, désolé. C'est oh mon Dieu! Non, reste en vie avec nous! Ken Arto qui est avec nous ce soir. Merci beaucoup, Ken! C'est trop, trop cool. Merci beaucoup. Bonsoir, bonjour. Oui, c'est vrai que, Bonsoir, du coup, bonjour. tu peux presque dire bonne nuit. Et c'est le jour qui se lève derrière toi ou j'hallucine? Oui. Oui, oui, c'est le jour qui se lève. Mm. Je rappelle du coup pour les gens qui ne suivent pas que Ken Arto en fait vit au Japon et qu'il a très très gentiment accepté de faire une belle nuit blanche pour pouvoir être avec nous ce soir. Donc je l'en remercie énormément. Je suis en dogeza. Je peux me mettre en dogeza ici mais vous ne verrez plus Caroline à l'écran. Ce serait bien embêtant. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Ken Arto, c'est un animateur incroyable qui a bossé sur je pense la plupart de vos animés préférés. Et vous ne le savez peut-être pas si vous n'avez pas trop fouiné dans les crédits des animés. Mais par exemple, dis-moi si je me suis trompée en récupérant des images. Est-ce que tu as bien bossé sur tout ça? Ou est-ce qu'il y a des Oui, erreurs? oui. C'est bon? Ok, Oui. parce que du coup, je me suis un peu basée sur ta bio sur Twitter pour me dire, bon, alors il a noté ça, 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 mais est-ce que c'était exactement celui-là? Parce que du coup, j'ai essayé également de prendre des affiches qui correspondaient aux bonnes saisons quand c'est des saisons dans les animés. Si jamais je me suis plantée, je m'excuserai un Dogeza supplémentaire et ce sera très très bien. Et du coup, effectivement, donc tu es au Japon, tu es animateur. Je trouve ça déjà assez fou, même si aujourd'hui, il y a de plus en plus d'animateurs étrangers qui arrivent à décrocher un travail au Japon. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter du coup ton parcours? Quel a été ton cheminement pour te retrouver finalement animateur au Japon? D'accord. Euh, Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Ken Arto. Actuellement, du coup, j'ai 32 ans. Et j'ai eu. Enfin, il faut savoir déjà de base, je suis franco-japonais, ma mère est japonaise. Et du coup, je communiquais avec ma mère en japonais. Et déjà, le fait de savoir parler japonais, ça aide pas mal. Enfin, ça peut amener à pas mal de débouchés à bosser au Japon. Parce que au Japon, notamment dans les boîtes japonaises, l'anglais, ça commence à venir, mais la plupart des animateurs, du staff ne savent pas parler bien anglais. Et du coup, bah, il est préférable de savoir parler japonais pour communiquer directement avec le staff. Ça m'a beaucoup aidé. Et après, bon, du coup, comme j'ai dit, étant franco-japonais, j'allais souvent au Japon avec ma mère. Et du coup, bah, je suis né dans les années 89. Du coup, j'ai connu le club Dorothée. Et Oui. après, quand j'allais au Japon, bah, je découvrais les mangas, les animés au Japon aussi. Donc, j'étais attaqué des deux côtés. Et du coup, enfin, pour moi, lire des mangas, regarder des animes, ça, c'est venu très jeune. J'étais baigné dedans. Et bah, dans ma tête, bah, j'aurais bien voulu être mangaka. D'accord, donc toi, c'était Et plutôt mangaka que tu visais à la base. À la base. oui, parce que je ne me rendais pas compte. Enfin, je regardais les animés, mais je ne savais pas vraiment comment c'était fabriqué. Et dans le manga, voir que bah, c'est des dessins, du coup, tu arrivais mieux à imaginer comment c'était fabriqué, ou tu vois que c'était dessiné par quelqu'un. Animé, dans ma tête, j'arrivais pas encore à savoir comment c'était construit et tout, donc j'arrive pas à imaginer le travail que c'était. Et du coup, bah, je dessinais beaucoup et je voulais rentrer, du coup, enfin, je voulais aller dans une école où qui pourrait m'apprendre le manga. Et sauf qu'à cette époque, du coup, ça doit être dans les années 2000, 2010, 2015, il n'y avait pas vraiment d'école qui t'apprenait le manga. Enfin, peut-être que ça commençait à en avoir, mais peut-être pas avec des formations plutôt reconnues et tout par la France. Et enfin, c'était très compliqué. Et que je faisais une seconde générale et c'était un peu, enfin, j'étais un peu en échec scolaire parce que je bossais pas très bien. Et du coup, ça m'a amené à faire une réorientation et j'ai du coup fait un CAP communication art graphique à Saint-Géraud où du coup, bah, là, on dessinait un peu plus, on apprenait, mais ça restait plus dans la publicité, l'art graphisme sur la typographie et tout, comment communiquer par une affiche, par la publicité. Ça permettait de dessiner, mais c'était pas vraiment la bande dessinée, le manga, c'était assez loin encore.
Et c'est dans cette école-là où j'ai rencontré des jeunes et un groupe qui connaissait plutôt bien en animation, où ils s'y intéressaient. Et du coup, c'est avec ce contact-là que j'ai compris qu'en fait, ok, dans l'animation, comment tu sais frame par frame que tu fais bouger des personnages et tout. Et notamment, bah, c'était parmi ces personnes-là, tu avais Ulysse Malassaigne qui a pu rentrer au Gobelin et qui maintenant il a fait un studio qui s'appelle La Cachette en France. Et Mhm. il y avait aussi Alex, mince, j'ai oublié son nom de famille, excuse-moi. Enfin, un groupe de jeunes, du coup, Alex Fage, voilà, Alexandre Fage, qui m'a du coup aussi passionné de BD et d'animation, et où il m'a fait connaître qu'il y avait des écoles en France d'animation comme les Gobelins, l'MK et d'autres écoles. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, ok, je vais essayer de rentrer au Gobelin. Donc, après avoir terminé ma formation du coup à Saint-Géraud CAP Bac Pro, j'ai appris qu'en fait, eh ben, la formation de Bac Pro ne permettait pas d'aller comme Bac Pro, c'était en dessous de Bac général. Du coup, il fallait avoir au moins un Bac plus 2, enfin Bac plus 2, enfin une sorte de BTS et tout pour pouvoir faire cette demande-là. Et du coup, j'ai fait un DMA, diplôme des métiers d'art en cinéma d'animation, qui était à Clermont-Ferrand. Et j'étais la première promotion, du coup, on a subi un peu les pots cassés. Mais c'était très formateur parce que c'est avec cette première promotion que bah, j'ai pu voir d'autres personnes passionnées par l'animation. Alors quand je dis animation, c'est pas que les animés les animés, c'était aussi l'animation avec un grand A, Oui, c'est-à-dire l'animation de manière ça globale, ouais. touche à tout, Mm. très global, que ce soit de l'animation européenne, américaine ou japonaise. Du coup, ça m'a permis de mieux connaître les techniques et après avoir différentes approches. Et ça aussi, ça m'a permis de faire mon premier stage au Japon parce qu'il fallait faire un stage. Et du coup, j'ai demandé à l'école si c'était possible de faire un stage au Japon et ils m'ont dit si tu le trouves de toi-même, il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai fait mes recherches. J'ai envoyé une vingtaine de mails à des studios, dont 5 réponses et une qui me disait oui. Et c'était Télécom Animation Film, euh, studio qui a du coup fait Le Château de Cagliostro Oui, et Les oui. Derniers Lupins. Et donc, j'ai pu faire un stage en 2011 d'une durée de 3 mois. Et du coup, c'est là où ça a été mon premier contact avec l'animation japonaise. Et du coup, à ce stage-là, j'ai fait de l'intervallisme. C'est-à-dire que bah, entre les poses clés qui étaient dessinées par l'animateur clé, je remettais ça au propre et je faisais les inters entre le dessin 1 et le dessin 2. Si par exemple si l'animateur me disait qu'il y avait 3 inters à faire, c'est-à-dire que je devais faire les inters entre 1 et 2, 3 inters. Voilà. Et c'était bon. Ça se calcule comment? Ça, c'est une vraie science, c'est plus au feeling, il y a des règles précises. Par exemple, si on imagine juste un mouvement de bras, tu dois passer d'un mouvement comme ça à comme ça. Donc, tu as Mhm. 3 inters, c'est à toi au feeling de te dire bah, je vais faire un là, un là, un là. Ou au contraire, il y a Alors, des règles précises de calcul. C'est peut-être financier aussi. Peut-être qu'il faut payer 3 inters ou 2 ou un. C'est peut-être mieux d'en Non, payer bien que sûr, mais là, 2. je parlais dans le fait que, tu sais, si le chef lui dit tu m'en fais Mmh. 3, et comment il doit hmm, réfléchir ça, tu vois, est-ce qu'ils ont des règles ouais. précises vis-à-vis de ça ou pas du tout? Alors, exactement. Alors, quand le chef animateur est sympa ou quand il a une direction très précise, il te met une petite échelle de spacing pour dire je veux que Mmh. le premier intoire soit près de la première pause et les 2 derniers Mmh. inters plus proches de la fin. Et c'est Ah là où oui. Mmh. tu vas sentir le rythme. Au début, ça va être première pause et après, pap, pap, pap. Mmh. Et c'est cette échelle de spacing qui va te mettre tout un rythme dans le mouvement. Mmh. Et des fois, quand tu en as pas, ben c'est à l'intervalliste de trouver la bonne solution. Et c'est comme ça qu'il apprend aussi. C'est des fois, Mmh. bah, ah,
l'animateur clé m'a pas mis d'échelle de spacing, bon, ben, c'est à moi de trouver où, et, bah, c'est à moi de me démerder, quoi. Et est-ce que quand on fait des Voilà. intervalles, c'est un peu le point de départ pour un animateur? C'est c'est genre l'équivalent Alors, de... Oui? ouais, au Japon, oui, c'est quand tu veux faire de l'animation et que tu rentres dans un studio, du coup, le studio va te former. Il faut savoir qu'au Ah, Japon, ils n'ont pas vraiment des écoles comme en France ou aux États-Unis, Gobelin, CalArts, Sheridan, comme au Canada, où c'est des écoles réputées mondialement, mais bon, que tu banques un peu en termes de prix. Mais tu as l'enseignement, tu as les professionnels qui viennent t'enseigner. Au Japon, tu n'as pas ça. Tu as des petites écoles comme des BTS qui durent de 2 ans mhm. et tu vas apprendre un peu les bases. Et après, c'est à toi, avec ton portfolio, tu vas faire tes demandes au studio. Et si tu es bon, bah, tu vas être pris dans des studios assez prestigieux comme Trigger, IG, 8. Et si tu es un peu moins bon ou tu es en train d'apprendre, bah, tu vas peut-être baisser un peu tes exigences de studio et peut-être aller plus pour des studios qui font de la sous-traitance. Voilà. Moi, j'ai Et juste deux questions, peut-être, juste avant oui, qu'on passe à plus de technique. Toi, ta mère, elle est japonaise. oui. Et bon, au Japon, des fois, le manga, c'est pas vu comme nous, entre professionnels et spécialistes et amateurs. Des fois, c'est un peu mal vu. Comment elle l'a pris, ta mère, que tu dises, je veux faire du manga ou je veux faire de l'animation, quoi? Ouais, bah, elle m'a déconseillé. J'imagine, oh, ce serait bien si t'es sûr que t'étais sûr C'est de Oui, pas toi. oui. sérieux? C'est déjà bon, elle s'est inquiétée beaucoup parce que j'étais en échec scolaire et tout. Et quand je lui disais que enfin, je devais aller faire un CAP, un bac pro, et elle voyait que bah, CAP, bac pro, c'était en dessous du bac général. Et plus qu'au Japon, bah, les diplômes, c'est assez important. C'est vrai que quand j'ai passé cette étape-là de CAP et bac pro, enfin, elle était pas, ouais, elle s'inquiétait pas mal. Donc, mais bon, je faisais Et- un truc qui me plaisait et du coup, ça me motivait plus à bosser, quoi. Ok. Et le fait d'avoir un stage, juste pour revenir dessus, est-ce que tu as su après pourquoi tu avais choisi ou c'est quand même assez Ouais. inhabituel ou... Ah oui, c'était très inhabituel parce que en fait, il faut savoir que stage, en japonais, tu dis ça, ça vient du mot anglais internship, Hmm, ouais, et ils n'ont pas cette culture du stage. D'accord. Ou notamment dans les studios d'anime. En France, ça se fait beaucoup. Tu as ouais, le oui, Oui. stage, c'est tu viens même faire dès La- la un mois, même deux troisième, mois. même même. Ouais. l'alternance, ça existe aussi, hein, c'est un Ouais, concept chez nous. ouais. Hmm. Et au Japon, non. Du coup, il fallait un peu expliquer. Mais ce que j'ai eu la chance, c'est que à Telecom Animation Film, c'est le directeur, l'ancien directeur, du coup, Koji Takeuchi. Il avait déjà pris des étudiants des Gobelins et Ah, ouais, il avait déjà pris des stagiaires. Et c'est une personne qui a l'habitude un peu à bosser avec l'étranger parce que Telecom Animation Film, il faut savoir qu'ils ont pas mal fait d'épisodes sur la série Batman des années 92. Mm. D'accord. Et du coup, Warner, ils connaissaient bien, enfin, il allait souvent aux États-Unis pour bosser avec Warner Bros. Et tout. Et donc, voilà, c'est des fois avec la chance d'une ouverture d'une personne, enfin, une ouverture d'esprit d'une personne qui avait Hmm. l'habitude de bosser avec l'étranger et qui disent oui et que ça permet d'avoir cette chance de faire un stage au Japon en Hmm. 2011. Bien, je parce que crois Il faut savoir qu'en clairement, 2011, comme tu le racontes, c'est vraiment un moment clé, quoi, parce que c'est ouais, vraiment... c'est un moment clé. Bah, sans cette personne-là, ça aurait été différent. Enfin, Ouais. comme j'ai dit, une vingtaine de mails, 5 réponses, dont une oui. j'avoue. Donc, et j'ai les mails, j'en ai envoyé enfin, j'ai même envoyé un mail à Ghibli, à Studio 4C, Trigger, ça n'existait pas à ce moment-là, Mm. à Gainax, et voilà, quand ils reçoivent ce genre de message, bah, la plupart, bah, ils y répondent pas parce Ouais, qu'ils ouais. sont occupés ou bah, ça demande du temps et du travail. Et donc, voilà. Ok, non, c'est Donc, cool. Je pense que c'était une Fumble est chance. Et en en train de 2000. te demander parce qu'il pense à sa fille, parce que du coup, Ah, sa fille est métisse aussi, et Elle l'est pas il veut encore, d'accord. l'envoyer au t'inquiète Japon. Je sens qu'il veut l'envoyer au Japon. pas. Pas encore, Elle non, touche non. au Et, dessin, elle touche Peut-être bien. qu'il ira, hein, Mais non, mais du non, coup, mais je sentais la question du père c'est, concerné, tu vois. c'est vrai que bah, dans ce cas-là, enfin, bah, je me souviens que c'était au Festival de Tours.
où j'avais des métis qui étaient venus me voir et, et oui, qui demandaient si c'était dur de bosser au Japon et tout. Et j'aurais insisté qu'il fallait bosser le japonais et tout. Parce que parler le japonais avec sa mère, avec la famille, c'est très différent du japonais Oui, que tu bien vas sûr. utiliser au travail. Et ça, ma mère, elle me l'avait dit quand j'allais faire mon premier stage. Du coup, je paniquais un peu. Mais parce qu'en fait, au Japon, tu utilises le keigo pendant le travail. On Et explique rapidement ça, le keigo, c'est un niveau de langage qui est très élevé et qui effectivement s'emploie surtout dans le cadre professionnel. mm. Non, mais c'est pas Et grave, tu finis toutes tes phrases par Degozaru et puis comme ça, t'as l'air bizarre, mais au moins, c'est super poli. ouais. Mais du coup, t'as acheté un bouquin? T'as acheté un bouquin? Parce qu'il y en a plein en fait au Japon des bouquins pour apprendre à bien maîtriser les keigo. Moi j'étais impressionnée de la diversité de bouquins pour apprendre à être limite un bon japonais dans le Mm. concept même de la société japonaise. Je trouvais ça amusant. Je me disais, en fait, je pourrais m'acheter un livre. Alors, pour ma part, j'ai jamais vraiment trop bossé mon japonais. J'ai plus du coup écouté et imité les gens. Du coup, beaucoup par rapport avec des dramas. Attention avec le japonais des animés parce que c'est il faut pas trop les copier. Ça permet d'enrichir son vocabulaire, mais bon, ça va. Oui, Enfin, parce que il faut apprendre le japonais plus ouais, Yamete, ça a ses formel. limites. Hein. Yamete, on peut pas l'utiliser partout. Donc effectivement, Ah non, non, Yamete, on l'utilise pas souvent d'ailleurs, hein. Caro. c'était pour faire la blague, puisque Oui, du coup, oui. c'est un des termes, je pense, les plus retenus par les fans d'animé qui ne maîtrisent pas le japonais. Ouais, Ah, t'as vraiment. Datebayo aussi, mais ça, faut expliquer que ça veut pas dire grand-chose, donc à un moment, faut... Ah oui, Mais alors là, c'est spécifique aux ça. fans de Naruto. Hein. Le Yamete, tu peux l'entendre dans différents contextes et différents genres de Ouais, mangas. Et je te jure, différents contextes. des fois, quand tu te balades dans des conventions, t'entends, tu vois, des jeunes qui se balancent comme ça des phrases toutes faites. Et alors, Yamete, il est number one, hein, je pense. Ah oui, je Mais pense bon, avec il est pas très utile. Keikaku. Hein. Moi, je pensais que Avec c'était Keikaku. Masaka, mais bon. Non, Masaka, je l'utilisais beaucoup moi quand j'ai commencé le japonais par C'est un exemple truc de et vieux. personne l'utilisait. Non mais je sais pas pourquoi les gens l'utilisent pas trop alors que moi j'adore ce mot, tu vois. J'adore me dire ah, il y a une situation, Masaka. Tu vois, tu dis, et ça ne se produit jamais. En vrai dans le contexte quand tu es au Japon, tu peux jamais trop le sortir. Alors que je vous donne un Kampeki. Apprenez Kampeki, Kampeki c'est sympa. Et en plus les gens ils aiment bien. Ils disent ah, c'est sympa ça. Kampeki, c'est parfait. Et les gens ils disent ah écoute c'est gentil et puis en plus c'est un mot je trouve agréable à prononcer. Moi, je vous apprendrai le mot t'aimer. Dites ça. Mais Clairement, vous allez arrête. avoir des opportunités en or, vous allez voir. Bon, À bah, chaque fois, des super opportunités quelqu'un s'ouvriront à vous. recommande Yare Daze pour connecter un petit peu avec les animés de Ken Arto aussi Ah, c'est et bien. Tanja, c'est Yabai. C'est Tanja, on voit tes lectures. Ah non alors yabai le truc c'est que c'est un terme particulièrement masculin à la base mais il est très utilisé par les filles mais par contre moi on m'a dit yabai c'est pas un terme joli dans la bouche d'une fille. On me l'a vraiment beaucoup dit et c'est des filles qui me l'ont dit. Du coup, elle me dit Caroline, c'est masculin, dis donc. Du coup, je me suis dit peut-être qu'avec le temps ça avait changé, mais si vous êtes un Ça a garçon, beaucoup changé parce que les jeunes d'aujourd'hui, ouais. maintenant, ils n'arrêtent pas de dire yaba, yaba. Ah, ben c'est bon. Et En on fait, je suis l'entend dans le beaucoup dans game. les animes. Ouais. Oui, mais moi je vous dis ce qu'on m'a appris. Hein. C'est les règles d'il y a. Attends, on est en quelle année? Moi, 2020? on m'a dit que les filles, elles vont pas manger de curry si tu pars par là. Donc, Non, les gens qui m'ont appris ça mangeaient du curry. Tout va bien. bah, moi, elles mangeaient du curry aussi, mais ils m'ont dit genre les trucs gogo carré et tout, on n'y va pas, c'est des trucs de bonhomme. Pour Je fais, revenir d'accord. Mais j'ai une question par rapport à ton stage, alors qui rejoint un peu justement la discussion qu'on a actuellement. Attendez, je suis floue, j'essaie juste de redevenir nette. Avoir un manga, voilà. C'est justement en fait quand tu es entré dans ce studio et que du coup tu as commencé ton stage, on parlait rapidement donc du fait d'avoir un langage différent avec du coup tes collaborateurs, mais est-ce que du coup tu as intégré d'autres choses de la culture, du quotidien des Japonais? Je pense au nomikai par exemple, qui est quelque chose qui sont pas forcément des choses imposées chez nous. T'as vécu tout ça comment? Puisque malgré tout, t'as pas vécu au Japon avant, donc ça a quand même été quelque chose d'un peu nouveau pour toi. Ouais, oui, c'est parce que, comme je dis, quand à chaque fois j'allais au Japon, c'était pour voir ma famille. Du coup, c'était très le, le foyer familial.
Et là, du coup, c'était avec différents Japonais. Et du coup, en même temps, j'enrichissais mon vocabulaire. Du coup, ça m'a. Du coup, à ce moment-là, j'avais 22 ans. Du coup, je pouvais aller dans les izakaya. Et les izakaya, c'était le moment où c'était vraiment le coin plus détente, où les animateurs pouvaient parler plus librement. Et du coup, c'était vraiment. Je me souviens, ça remonte à 10 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier et c'était vraiment cool. Et non, c'était vraiment enrichissant cette expérience et ce qui m'a encore forgé. Je sens que c'est dur, mais ça m'intéresse et je voudrais bien retenter l'aventure. Et les gens de Télécom étaient très sympathiques avec moi. J'ai beaucoup appris et cette première expérience, elle a été très bénéfique pour moi. Et je pense que si ça aurait été pas bien passé, je ne serais pas Aller bah, plus loin. si j'aurais retenté l'aventure. Mais vu que ça s'est bien passé, euh, du coup, ça m'a permis de refaire un stage, mais dans une autre boîte du nom de Satellite. Ah! Et La fameuse. voilà. Et parce que du coup, quand j'avais terminé mon stage de télécom, du coup, j'avais validé mon DMA et du coup, j'avais tenté les Gobelins, sauf que les Gobelins, j'ai pas été pris et je suis allé à l'EMK. Et à l'EMK, j'ai fait du coup, il fallait faire des stages encore. Et encore, je dis ça, mais j'étais content de pouvoir faire des stages parce que les stages, c'est vraiment là où tu apprends vraiment le milieu professionnel et tu as tes premiers contacts, tu reçois plus les avis pro. Et du coup, j'ai voulu refaire un stage au Japon. Mais cette fois-ci, je voulais faire dans un autre studio pour voir d'autres horizons et faire agrandir mes contacts. Et à ce moment-là, il y avait justement l'ancien directeur de Télécom, Koji Takeuchi-san, qui était venu en France et qui allait faire la Summer School au Gobelin. Ah. Et à ce moment-là, il avait besoin d'un traducteur. Et du coup, il m'avait demandé si j'étais dispo pendant 2 semaines. Et en même temps, je pouvais assister à la Summer School des Gobelins. Sachant que la Summer School des Gobelins, c'était à peu près 2000 euros à ce moment-là, pour 2 semaines. Ok. J'ai dit, bah oui, oui, je suis plutôt bien intéressé si c'est possible. Et du coup, grâce à lui, du coup, je lui traduisais, mais du coup, j'ai pu assister à cette Summer School. Et à cette Summer School, tu avais un invité japonais qui s'appelait Kawamori, qui est un mecha designer de Satellite. Et à côté de Kawamori-san, tu avais Thomas Romain. Du coup, on peut l'appeler le français, le grand pop des animateurs français. Tu lui mets une couronne. Ouais, voilà. Et un mec qui a beaucoup d'expérience. Et du coup, j'ai pu le rencontrer et il m'avait partagé sa carte de visite. Et du coup, avec cette carte de visite, je l'ai recontacté pour savoir si c'était possible de faire un stage à Satellite. Et sachant que j'avais déjà une première expérience de stage au Japon et que je pouvais parler japonais, et, du coup, il m'a mis directement en contact avec le staff de Satellite. Et du coup, j'ai pu faire un stage de 4 mois là-bas. Cool. Et c'était en 2014. Et du coup, pareil, c'était l'été. Du coup, j'ai fait un stage de 4 mois. Et du coup, c'était une autre ambiance. C'était une autre ambiance un peu plus, on va dire, froide et industrielle, où ils poussaient un peu à bout leurs animateurs, je trouvais. Pendant que je faisais mon stage, ils en viraient 3 d'un coup parce qu'ils n'étaient pas assez productifs. Il fallait balancer de la frame et tout. Et d'accord, c'est une autre ambiance qu'à Télécom. Et du coup, c'est comme ça que ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, même si c'est au Japon et les studios d'anime sont différents, ils ont une différente approche sur l'animation, sur la qualité qu'ils veulent faire. Donc voilà. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte, ok, il faut bien choisir le studio quand tu veux rentrer, hein. Et à Satellite, j'ai beaucoup appris aussi. Pareil, je faisais un stage d'intervalliste sur papier. Mais du coup, ça m'a permis de revoir aussi les gens de Télécom et agrandir mes contacts à Satellite. Et du coup, de découvrir la communauté française qui était au Japon, dont Thomas Romain, Christophe Ferreira, Stanley Brunet et Vincent Niem. Donc voilà, et je me rendais compte, ouais, enfin,
c'est possible de bosser au Japon. Ils avaient créé un petit groupe qui s'appelait Yapiko Animation. Ça existe encore, Yapiko Animation? Oui, alors ça n'existe plus Ah, maintenant. il me semble. La branche japonaise n'existe plus, mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré Eddie Mehong, Oui, et qui était du coup un des fondateurs de Yapiko. oui. Et vu que je vais le rencontrer à ce moment-là, c'est quand du coup je reviens en France, je termine l'MK, et là j'étais décidé, ok, dès que je termine l'MK, je vais au Japon pour bosser au Japon. Et c'était du coup en 2015. Et sauf que bah, maintenant j'allais choisir, bon, euh, quel studio je vais aller. Et j'étais au Festival d'Annecy en 2015. Et par le plus grand des hasards, je croise Eddie Mehong. Et du coup, je lui demande, bah voilà, voici mon portfolio, ma bande démo. Je voudrais bosser au Japon. Et du coup, il m'a proposé ma candidature à un studio qui s'appelle Graphinica. Et qui est un studio plus de base 3D, mais qui ont créé aussi un secteur 2D numérique. Donc pas sur papier, mais vraiment sur un soft. Et du coup, bah, ok, c'est parti. J'ai fait un entretien, j'ai envoyé mon book, j'ai passé un test, j'ai été pris et du coup, bah, c'est là où j'ai commencé mon aventure au Japon en fin 2015 à bosser dans le studio Graphinica. Du coup, tu considères que ta vraie carrière d'animateur commençait vraiment là ou c'était dès le moment où tu étais intervalliste pour toi? Oui, ouais, parce que bah, même quand j'étais en stage, je faisais les horaires à la japonaise, alors que sur mon contrat, enfin sur le contrat de stage, le stagiaire n'a pas besoin de faire tant d'heures et tout, il y avait ça. Mais il y avait un senpai français, Christophe Ferreira, qui m'avait bien conseillé de rester tard au Japon. Enfin, pas conseillé, bosse beaucoup, mais juste pour voir l'ambiance. Et c'est vrai que quand c'était plus tard la nuit et tout, bah, les animateurs s'ouvraient plus, ils venaient un peu plus te parler et tout. C'était plus flex et du coup, ça a permis de bien communiquer. Et après, bah, du coup, le fait de partager avec eux, ça me motivait plus. Et donc, du coup, je restais tard et je faisais à peu près les mêmes horaires que. Est-ce que c'était dur la transition entre le travail sur papier et le travail en numérique? Alors, travail sur papier, je m'en rendais compte à quel point c'était dur parce que déjà, il fallait être rapide. Et en même temps d'être rapide, il fallait être précis. Et sur papier, vu que il suffit juste que tu sois un peu fatigué et hop, ta ligne elle est mauvaise, il faut que tu recommences, il faut que tu effaces avec la gomme. Alors que sur le numérique, bah, tu as les outils qui te permettent d'avoir une ligne très claire et tout, et tu peux zoomer, dézoomer. Et non, c'est pratique. Le numérique, c'est pratique. D'accord. Et c'était Mm. Faire pas, la prise en main était rapide, du coup, parce que c'est un la prise en. logiciel Ouais. spécifique. Après, le logiciel était en japonais et On les demande quel termes logiciel informatiques, c'est d'ailleurs. c'était l'ETAS. L'ETAS Studio, c'est un vieux logiciel japonais. Je pense pas que vous le trouverez, mais Tellement c'est pour les japonais. internes. C'est Ouais. vieux, mais ça marche, alors on continue de l'utiliser. C'est vraiment ça. C'était un logiciel vecteur et tout. Donc, mais la ligne était belle et tout. Donc, c'était pour ça qu'il l'utilisait souvent. Mais bon, vu que maintenant on passait en HD, l'ETAS avait du mal à supporter la HD. Donc, de plus en plus, Hmm. Mm. Moi, ça commence à changer. j'avais une question. Quand on est intervalliste ou même quand on fait de l'animation clé, on passe ensuite sous le contrôle du directeur de l'animation qui corrige entre autres les intervalles ou les clés un peu ratées. Mhm. Est-ce que c'est là que tu apprends le plus? Est-ce que c'est là que Alors, justement, si tu te fais corriger, est-ce qu'on vient t'expliquer l'erreur que tu as faite ou pas du tout? On te mhm. dit, ça, c'est pas bon. Il la corrige et à toi de te démerder pour comprendre ce qui n'était pas bon. Alors, quand tu es intervalliste, ton contact avec le chef animateur, tu en as pratiquement pas. Ouais. Oh. C'est je vais beaucoup plus revenir dans l'étape avant, à l'étape Mm. du Genga, du coup, Mm. les postes clés de l'animateur clé. L'animateur clé, il va faire du coup la première étape, le layout, qui va du coup, il va dessiner le décor et l'animation rough, c'est-à-dire en brouillon et tout, il va indiquer le mouvement des personnages, la caméra et tout.
Et du coup, il envoie ça au directeur d'épisode. Le directeur d'épisode qui va checker peut-être le bras un peu plus haut, l'expression un peu plus méchant. Et après, c'est le chef animateur qui va remettre les dessins au modèle, rajouter plus une certaine touch et pour mieux qu'on reconnaisse les personnages ou peut-être mieux les déformer pour donner un impact plus fort dans le dessin. Et une fois qu'il a fait ses corrections, c'est l'animateur clé qui les reçoit et il refait ses poses clés au propre avec toutes les ombres, le trait plus fini, avec tous les détails et toutes les lumières. Et une fois qu'il a fini ça, il le renvoie du coup Aux intervallistes? non, Ah, au d'abord Sakan? au SACCAN exactement, et aussi au directeur d'épisode qui va checker, ok, le SACCAN, bah, à cette étape-là, soit il va corriger un peu le visage, les yeux, quelques détails, et après ça va être envoyé à l'intervalliste. Du coup, l'intervalliste, il va prendre la dernière correction du SACCAN, du coup, le chef animateur, et après les key poses qui ont été validées. Mmh. Et du coup, il va retracer ça et il va faire les inters aussi. Donc, et après, une fois qu'il a fait ça, du coup, il y a le chef d'OGA qui va checker son travail, si son inter était bien ou pas. Et après, quand tu es au sein d'un studio même, et si l'animateur clé qui a fait ce cut-là, tu peux l'appeler pour tiens, j'ai fait les inters de ton cut, tu peux checker ou pas, s'il te plaît. Et là, il va voir si ça lui va ou pas. Ça, c'est au sein du studio aussi. Quand tu fais partie du même studio, quand tu es pas dans le même studio, tu peux pas le faire ça. Donc, tu dois demander au chef d'OGA qui check et s'il y a des inters qui sont un peu faibles, il va te les corriger et après, c'est à toi de le refaire au propre. Voilà. D'accord. Parce que moi, alors après, c'est toujours un peu spécial. Je pensais à Ghibli qui avait fait il y avait une super expo sur les layouts de Ghibli où on en voyait beaucoup qui étaient corrigés par Miyazaki, qui indiquait ce qui n'allait pas en termes d'animation, en termes de proportion. Et donc, c'est vrai que c'était intéressant de voir que dès l'étape du layout, il devait repasser quand même derrière tout le monde au moins une fois. Donc, c'est pour ça. L'étape du layout, c'est tu te fais corriger à tous les coups. À part, bien sûr, quand je dis tous les coups, c'est plus l'étape du layout, c'est là où tu vas réfléchir plus la composition du plan, le mouvement de caméra, les lumières, la direction. C'est l'étape du layout, c'est là où ça va être le squelette vraiment du plan du cut de l'animation. Et du coup, oui, c'est important d'apporter plus précisément les corrections à cette étape-là pour qu'après ce soit plus facile et plus fluide. Et du coup, tu disais que tu avais beaucoup appris. En fait, c'est avec qui que tu as appris le plus, en fait. Du coup, c'est plutôt avec le chef d'OGA, plutôt avec les animateurs clés, avec d'autres intervallistes. Avec le chef d'OGA, ça m'a appris la rigueur. La rigueur, qu'il faut rien laisser au hasard et tout. S'il y a une chose où tu dessines et que tu comprends pas, la personne qui va faire la couleur, il va pas comprendre aussi. Donc, si tu as un truc où tu tiltes, c'est bizarre, c'est quoi ça? Il faut bien savoir qu'est-ce que tu dessines. Qu'est-ce que tu dessines? Si tu dessines des vêtements, ça doit être plus souple, tu dois avoir des plis. Si tu as une ombre là, il faut que tu rajoutes à la prochaine frame. Du coup, voilà, c'est cette rigueur-là que j'ai appris à bien fermer les traits et tout. Et après, quand je faisais checker par les animateurs clés, ça m'a appris aussi à comment mieux gérer le dessin. Et en fait, tu apprends tout le temps. C'est ça, quel que soit ton niveau, tu vas rencontrer d'autres brutes de l'animation, tu vas encore apprendre. Là, au sein du studio 4C, j'apprends aussi énormément. J'apprends énormément par les très très bons et c'est ouf le fait de pouvoir avoir ce milieu dans un studio ou avec des personnes qui ont plus de 30 ans de bouteille, c'est-à-dire mon âge. Voilà, tu dis, c'est tout bénef et tu apprends et tu écoutes et de toute façon, tu vois le skill sur le dessin et tu dis, ah ok, le dessin que j'ai mis 1 heure à faire, lui, il le fait en 5 minutes. Voilà.
Ouais, ça force un peu le respect et la discipline Ça de la force profession, quoi. ça force le respect et chaque fois que tu vois ces corrections, tu vois que le gars, il a bûché et il a fait ça Hmm. des années. Des années, c'est un truc qui s'acquérit avec le temps. Les efforts que tu vas faire, tu vas peut-être pas les voir dans 1 ou 2 semaines. C'est plus des choses que tu vas voir sur la longueur, Ouais. dans 1 an, dans 2 ans, et voilà. Et du coup, Toi, il par faut pas exemple, s'arrêter, il faut aujourd'hui, continuer. quand tu regardes en arrière et que tu regardes les premiers trucs que tu as fait, est-ce que tu te fous des claques comme ça? Ah, Ah ouais, c'est chum. Ce qui est bien, c'est que dans 2 ans, tu diras pareil de ce que tu viens de faire là, hein, donc, Ouais, exactement. Putain, et ils m'ont accepté à ce moment-là. Putain, ils sont gentils. D'ailleurs, j'ai une et question. Quand tu as intégré du coup le studio, alors j'ai mal retenu le nom, Graphoca? Non, c'est pas Graphoca. Graphinica. Graphinica, Graphinica. j'étais pas loin. Il y avait Gras j'avais un bout, j'avais un bout qui était ok. Tu as commencé à bosser sur du numérique du coup à ce moment-là. Ouais, oui. C'était en 2015, à peu près 2014-2015, Fin 2015, fin fin 2015. 2015. C'était en novembre. Octobre, je suis parti au Japon. Novembre, j'avais trouvé du coup le studio et ils m'ont embauché et j'ai bossé 1 an et demi à Graphinica. Graphinica, ils ont bossé sur quoi comme type d'animé Ta, 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 ta. Graphinica, justement, c'était un studio assez sous-traitant. Et du Ah, coup, je me souviens que en 1 an, j'ai bossé sur 60 projets. waouh. Ok. Mais ça pouvait très bien être faire juste un cut sur un projet, comme Hmm. une trentaine de cuts sur un autre projet, et en tant Là, qu'intervalliste. Donc, t'avais combien d'employés intervallistes à Graphinica? un peu plus d'une dizaine. D'accord. Ouais, un peu Ouais, mais plus c'est d'une vraiment, c'est dizaine. vraiment de la sous-traitance où vous passiez sur plein de projets de différentes Ouais, manières. ouais. Ouais, ouais. Ah oui, je passais sur tous les projets. Je bossais sur du Boruto, sur du Shokugeki no Soma, Hmm. sur du pachinko aussi, sur du jeu vidéo, Le pour des pachinko. applications et tout, Ça, sur ça, Princess c'est, Connect. Ça, c'est super Voilà. intéressant parce qu'il y a une espèce de mystification qui a de plus en plus lieu quand tu vois des animateurs, que ce soit français, européens, occidentaux ou même japonais, qui disent j'ai bossé sur My Hero, j'ai bossé sur machin. Les gens s'imaginent tout de suite qu'ils ont fait toute une animation incroyable, alors que c'est vrai qu'en fait, la Non, plupart du temps, c'est à redessiner le bras de Deku qui prenait une chemise ou enfin ce genre de truc. ouais, C'est voilà. vraiment du Quand, travail de l'ombre et de finition, quoi. Ouais, quand tu es intervalliste, toi, c'est vraiment ça. Ça te permet de bosser sur plein de projets. Mais ce qui est cool, c'est quand tu es intervalliste, tu vois plein de cuts faits par différents animateurs clés. Et du coup, tu peux tomber sur des brutes ou des animateurs de légende et tu peux faire ces inters-là. Et là, tu apprends un max. Et vu que c'est numérique, tu peux le garder pour toi. Du coup, au fur et à mesure, tu fais une pile de dossiers et que tu peux garder et que tu peux apprendre et ça devient une bibliothèque pour toi. Ça te permet Et aussi peut-être de te confronter à beaucoup de chara design différents, oui, de ah oui, façon oui, de... oui. Ah, les gars en armure, j'en ai bouffé. Et alors, du coup, vu que tu parles de différents styles, ça amène une autre question que je me posais. De nos jours, Mhm. il y a aussi un autre truc qui est un peu pré-reçu maintenant, c'est le concept de Sakuga, où pour beaucoup de gens, le concept de Sakuga, c'est une belle animation, alors que Sakuga, c'est de l'animation tout simplement. Et tu as plusieurs Ouais. courants d'animation du coup qui se dessinent, dont maintenant beaucoup de gens, pour eux, si l'animation, c'est pas des trucs qui vont à toute vitesse avec plein de stries partout, d'effets de frame et tout ça, ce n'est pas du Sakuga, alors qu'il y en a d'autres. Moi, je fais plus partie du genre où j'étais un grand fan des films de Satoshi Kon, ou même des KyoAni, qui a Mhm. un type d'animation qui joue beaucoup sur la science des détails. Je pensais, je sais plus qui m'avait dit ça dans le film de Violet Evergarden, par exemple, quand ils veulent mettre la clé dans une porte, on voit ça vacille légèrement avant d'arriver à la mettre. Toi, au final, en ayant travaillé, comme tu le dis, sur plein d'images clés, sur plein de cuts différents, de différents animateurs clés, tu te retrouves plutôt dans quel type d'animation? C'est quoi, genre, ton Sakuga à toi que tu aimes travailler? Ah, c'est marrant, tu as dit Kon Satoshi. Et en fait, justement, là, à ce moment à 4C, je bosse avec des gens qui ont bossé pas mal avec Kon Satoshi Oh. et qui ont plus cette image de l'animation, Hum, c'est-à-dire le travail du plan, hum. le travail du rythme. C'est pas parce que tu as un cut qui bouge, c'est comment tu vois ta séquence Exactement. et le rythme d'une animation. C'est pas parce que ce cut ça bouge pas que c'est pas bien. Il faut le voir dans son entièreté et Hum. c'est ça qui va faire toute une ambiance.
Et c'est pour ça que des fois, il faut en japonais, on dit ça melihari, du rythme. Tu vois, c'est comme une musique, tu vois, tu as un moment calme et pour accélérer, pour mieux rebondir et tout. Et c'est comme ça que tu apprécies certains couplets, certains refrains, parce que tu as cette variété. Il y a une Et c'est la nuance, même il faut chose qu'il en y ait les nuances, animation. on puisse les ressentir, quoi. Exactement. Hmm. Si tu fais que du sakuga, sakuga, enfin, sakuga. Il faut savoir que sakuga en japonais, les kanji, tu regardes saku, c'est fabriqué, et ga, c'est image, fabriquer de Hmm. l'image. Donc voilà, ça veut rien dire en termes. Tu dis Bah, sakuga à des japonais, ils c'est font pour C'est quoi? une, ça, c'est une c'est déformation pour des ça. fans français comme le mot otaku. Hein, le mot otaku en France, Exact. on lui a donné un sens qui est pas vraiment le même qu'au Japon. C'est Ouais, mais pareil. autant Ouais. otaku, ça me dérange pas parce que je trouve que c'est quelque chose de positif d'avoir fait un truc négatif, une force positive. Autant le terme sakuga tel qu'il est utilisé en français me dérange parce que ça sous-entendrait qu'il y a une bonne animation et une mauvaise animation. Et ça me Voilà. dérange Et- beaucoup parce qu'actuellement, ce qu'on appelle sakuga, c'est vraiment quand Deku, il y a des éclairs autour de lui et qui foncent, quand Tanjiro sort son sabre. Et pourquoi pas, tu vois, c'est vrai que c'est des beaux trucs, hein, clairement. Moi, j'aime bien voir ça. ouais, ouais. Mais moi, je me rappelle encore dans certains Miyazaki, la beauté, par exemple, quand tu prends le plan du train dans Chihiro qui roule avec les nuages au fond, la beauté, Mm, elle est de voir que les nuages sont pas animés à la même vitesse et que ça donne des effets en fait de réalisme parce que en fonction de ta profondeur de champ, les nuages et la mm. fumée bougent pas au même moment en fait. Et rien que ça, Ouais, c'est exactement. un travail, je trouve, incroyable. Et quand tu regardes des films comme ceux de Satoshi Kon, où même quand le cadre ne bouge pas, il y a une animation de dingue. Moi, je pense pas à tout début de Tokyo Godfather, quand l'un des trois personnages principaux, la jeune fille, Miyuki, elle lance des crachats sur les passants du haut d'un gratte-ciel. Et il y a toute une science de l'animation du crachat et de comment les mecs Mm, tout en bas, qui sont des petits points, ils réalisent qu'ils se sont pris un crachat dans la tronche, quoi, tu vois. Et mm. c'est pour ça que je trouve ça C'est, intéressant. il faut savoir que Kon Satoshi, il a beaucoup apporté à l'animation japonaise, Mhm. notamment à l'animation japonaise de l'école photoréaliste, où parce que c'est une des écoles qui a amené, quand tu es animateur, tu dois aussi penser à ta focale. Ah, Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, quand tu es animateur, tu es aussi réalisateur et acteur. C'est-à-dire, tu dois penser, OK, du coup, bon, je suis là, mais comment je vais réfléchir à mon plan avec, est-ce que je vais prendre en courte focale ou en longue focale? Et c'est avec ça où tu vas voir comment ta perspective va s'aplatir ou elle va être exagérée. Et ça, je ne l'avais pas encore tout à fait compris. Et c'est quand je suis rentré à 4C, alors là, vu que c'est des personnes qui bossaient avec Kon Satoshi, bah, ils ont enfin, ce savoir, cette science. Du coup, ils m'ont dit, bah non, là, dans ce cas-là, c'est plus comme ça qu'il faut que tu fasses et tout. Et là, ah ouais, d'accord. Enfin, tu te rends compte à quel point, encore avant, il y a 3 ans, 4 ans, j'étais un amateur. Et c'est que tu vois, c'est là où tu vois comment tu contrôles bien Hmm. ton layout et selon la focale que tu vas prendre, du coup, ton mouvement va être différent. Parce que si tu prends en longue focale, bah, ta perce va être aplatie. Du coup, tu vas pas avoir autant de déformations. Là, vu qu'on est plus dans une focale humaine à 50 mm, bah, là, tu vas voir une grosse déformation entre ma main et ma tête. Bah, Et ça, ouais. en anime, il faut que tu saches ça et que tu puisses le reproduire en dessin. Ah, Et après, ouais. Non, ça fait plaisir et après, d'entendre dire des choses comme ça, c'est pour ça. et après, il faut que tu penses à l'acting, c'est-à-dire que tu es acteur, ok, du coup, un moment triste, comment je vais me tenir, alors, on va pas faire avec les pleurs, non, il faut que ça vienne différemment, peut-être un petit regard sur le côté, peut-être que, tu vois, je me tiens un peu le bras comme je sais pas comment réagir et tout, un petit remuement de tête ou de pincement de lèvres, c'est ce genre de petits détails, tu vas dire, ouah, c'est pas, comme on va dire, les westerns, c'est pas Sakuga et tout, ça bouge pas, mais c'est dans ce genre de petits détails, de petits Mm. mouvements de volume et tout, et d'acting, et que tu vas même pas te rendre compte parce que c'est naturel, et ils arrivent à te faire, enfin, tu tiltes pas parce que c'est naturel, et oui, c'est ça, c'est normal, c'est comme ça que doit tenir enfin, une personne triste, bah, il va réagir comme ça, et le fait que tu vois que du feu, c'est aussi ça la magie de l'animation. Ouais, moi je plus sois, je redis au cas où, Kon Satoshi, enfin c'est à voir absolument, hein, ne serait-ce que même des Mhm. courts-métrages comme Ohio, qui était un de ses tout derniers courts-métrages. Je pense que quand on veut apprendre ce que c'est que l'animation, on apprend 10 000 fois plus en 2 minutes de Ohio qu'en 24 épisodes, gros shonen, des fois un peu bourrin Ouais.
et mal fini parce qu'il faut vite la diffusion approche, quoi. Donc, non. Ouais. Et Ouais, Kon c'est drôle. Satoshi, Tu parles de Kon Satoshi en disant que c'est un mec qui a apporté beaucoup à l'animation, mais là, je fais une pub pour un projet qui devrait arriver bientôt. C'est le documentaire de Pascal-Alex Vincent sur Satoshi Kon, qui est en oui. préparation depuis 2 ans, qui enfin arrive à finalité. Et il a été demandé par la veuve de Kon Satoshi et un de ses meilleurs amis qui est producteur, parce qu'ils ont remarqué que 10 ans après sa mort, les Japonais et le milieu de l'animation japonaise commençaient à l'oublier, et que ça devenait, selon eux, un peu triste et problématique vis-à-vis de ce qu'il avait réussi à amener, comme tu le dis, au monde de l'animation au Japon. Quand j'entends mon senpai, le réalisateur avec qui je bosse, il me disait à quel point Kon Satoshi, ça a été un tournant dans l'animation, avec Katsuhiro Otomo. Oui. C'est des personnes qui ont beaucoup bossé ensemble. En plus, ils ont oui, fait pas mal de collaborations en manga. C'était son assistant, effectivement, en manga. Ouais. Et il disait qu'à quel point, en fait, Kon Satoshi, c'était vraiment une brute en dessin. Il était rapide et il savait tout dessiner. Il a réussi à simplifier le dessin, et à le rendre ultra, beau, charmé en composition et tout. Et que, maintenant, il me disait que, mon réalisateur, si je dois bûcher un dessin, c'est de bûcher celui de Kon Satoshi. Et du coup, il me balance, tiens, regarde ses storyboards, tiens, lis ce manga qu'il a fait, Opus. Oui, Kon Satoshi, vraiment, c'était une brute. Et non, c'est ça, sur son. Et c'est dommage parce que beaucoup de gens vont plus retenir Ghibli et Miyazaki. Et Kon Satoshi, non, pourtant, c'est une grosse figure de l'animation japonaise. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, avec tout ce que tu as appris à 4C, est-ce que ce genre cette philosophie de l'animation, disons, tu la ressors dans des projets plus mainstream? Par exemple, là, on voit Nicky Larson, Dragon Ball, Jojo. Ouais, mais ça, c'était avant. C'était avant. Il y est depuis 2019, donc c'est assez récent. Même Demon Slayer, par exemple, parce que tu as travaillé un peu sur le film. On devait en parler après. Non, mais on va en parler après. Non, pardon, on va en parler après. Ce que je voulais juste savoir, c'est si, sur des projets plus mainstream, tu essayes d'apporter cette philosophie que tu as appris avec 4C aussi, par exemple. J'essaye, mais après, il faut que je réponde aux attentes du directeur du projet. Donc, si je peux, oui, déjà, je me rends compte, j'ai un peu plus, là, je vais le faire comme ça, c'est comme ça que j'aurais fait à 4C et tout. Et voilà, non, de toute façon, tout ce que j'ai appris à 4C, j'essaie de le ressortir dans chaque projet. Mais tu es encore à 4C actuellement, on est d'accord? Voilà. Là, tu es encore à 4C. Oui, actuellement, je suis à 4C. Parfois, ça m'arrive à prendre des projets à droite et à gauche. Oui, voilà, tu es à 4C, mais tu es aussi en freelance pour d'autres projets à droite et à gauche. Sinon, tu n'aurais pas pu bosser sur Demon Slayer, par exemple. Au Japon, on a le droit d'être embauché en CDI et de prendre du freelance à côté? Je ne suis pas en CDI, je suis d'accord, en freelance. Tu es freelance, mais plutôt attitré à 4C, d'accord. Voilà, exactement. D'accord. Et justement, avant d'arriver à 4C, en fait, ça s'est passé comment là entre du coup la première boîte où du coup tu faisais du coup plutôt de la sous-traitance, parce que du coup dans les projets récents, et c'est récent finalement, Nicky Larson, c'est quoi, 2018, 2017, 2018? 2018, oui, je crois que c'est 2018. Ouais. Ça devait être 2018. C'est une fois que j'ai terminé Graphinica, je suis allé à Yapico. Et c'était à Yapico. En fait, à Graphinica, on aidait sur un projet de Yapico qui s'appelait le projet Ether, qui était un pilote pour Crunchyroll. Et vu que je les avais pas mal aidés sur la communication et tout, après, je suis allé à Yapico. Par exemple, ils me proposaient une offre différente et qui était plus intéressante pour moi. Et ça m'a permis du coup de faire mes premiers essais en tant qu'animateur clé à Yapico, avec sous l'aide et la tutelle de Shimizu Hiroshi-san, qui est du coup le character designer de Megalobox la première saison, et de Michiko Tohachin. Et du coup, à Yapico, ils acceptaient beaucoup de travail d'extérieur, dont c'est là où j'ai pu bosser sur Jojo, Dragon Ball Super Broly, City Hunter,
Euh, Toujours en intervalliste ou tu avais du coup non, là, c'était maintenant c'était animateur clé. Et quand je faisais ces plans-là, je les montrais à Shimisan, il m'apportait des corrections, son avis et tout. Voilà. D'accord. Et, euh, et là, c'était vraiment mes débuts en tant qu'animateur clé. Le premier film sur lequel je bosse en tant qu'animateur clé, c'était Dragon Ball Super Broly. Du coup, il y avait une certaine pression. Un peu. Voilà. Mais c'est à ce moment-là que j'ai pu bosser sur plein de projets différents et la chance de pouvoir bosser surtout sur les projets que j'aime, quoi. Mhm. Et, euh, et euh, donc, Yapiko, je suis resté 2 ans et demi. Et après Yapiko, au moment où on reçoit une offre de 4C, c'était pour un long métrage. Et après, la situation de Yapiko n'était pas des meilleures. Et je suis ensuite allé, vu qu'on avait pris des plans pour le long métrage de 4C, j'ai demandé à 4C si je peux être full-time avec eux sur ce long métrage. Et ils m'ont dit oui. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait le switchage Yapiko 4C. Et du coup, maintenant, je suis toujours sur ce long métrage. Ça va faire plus de 2 ans que je bosse dessus. Vivement qu'ils Voilà. sortent, vivement qu'ils sortent. Il est toujours pas annoncé. Ouais. Bref, mais il faut savoir que les studios, ils bossent, mais ils annoncent pas plein. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent dans les backgrounds. Ouais. C'est vrai que ça, on n'y pense pas forcément, mais un film ou un animé, bah, ça se fait pas en 2 semaines, hein. Il y a Ah non. un Non. large temps entre les plannings et tout. Il y a tout un système, tu m'en avais parlé en off une fois, une organisation au sein même du studio d'animation entre du coup la réception un petit peu du découpage, le storyboard, etc., la validation, et après effectivement tout ce que tu Mm. disais entre les layouts et voilà commencer à les différentes étapes pour réussir à créer finalement l'animé, l'épisode ou le film. Et en fait, tout ça, c'est des plannings qu'il faut, dans la mesure du possible, essayer de respecter. Et c'est des plannings qui peuvent être parfois très très longs parce que je sais qu'il y a des gens qui sont Ouais. parfois surpris de se dire que les studios d'animation, en fait, ils ont des plannings pris sur 1 an des fois. On m'avait dit Ouais. non mais là ce studio pendant 1 an il sait ce qu'il fait. C'est prévu, Ouais. c'est calé, il peut pas accepter Ouais. plus. Et en fait c'est pour ça que par exemple, enfin on m'avait dit un manga à succès, imaginons, c'est pas forcément au moment où il décolle, imaginons au tome 3, que peut y avoir tout de suite un animé. Parce que dès que la décision est prise de faire un animé, après il y a tout ça qui se met en place avec potentiellement une liste Mm. d'attente et du coup on est obligé d'attendre du coup un peu plus loin que la série soit un peu plus développée du coup parce qu'il n'y a pas eu le choix, hein. Il fallait attendre et puis après tout le process de fabrication, c'est aussi des éléments que les gens n'ont pas forcément en tête. Il y a vraiment souvent des gens qui pensent que c'est un peu rapide alors que pas du tout. Mm. Pas du tout. Bah, C'est- Vas-y, pardon, excuse-moi, Ken. Oui, c'est comme tu disais, Caroline, par exemple, il y a ce manga, vas-y, on voudrait qu'il y ait un anime. Ok, quel studio? Le studio, celui-là, il est déjà pris. Ah, ce studio est libre. Non, qui c'est qu'on peut avoir comme réalisateur? Qui c'est qu'on peut avoir comme dans le chara design? Qui c'est qu'on peut avoir pour le design des backgrounds et tout? Ah merde, ce réalisateur, son planning est déjà prévu pendant 3 ans parce qu'il est sur un long métrage et une série en même temps. Voilà, là, je vous écoutais, mais vous avez annoncé Lord of the Ring, Oui. Kenji Kamiyama. Je crois qu'il est sur 7 projets différents. Ouais. Voilà, ça te montre à quel point c'est. Après, il y a des gens rapides qui peuvent bosser autant, mais personnellement, enfin, avec des amis, on en parlait. 7 projets en même temps, c'est beaucoup pour une personne. Déjà 15, c'est compliqué, alors 7. Mm. Bah oui, mais j'espère qu'il y a une bonne équipe autour de lui, hein, parce qu'en général c'est Ouais, aussi ça, c'est pas que le réalisateur, Tu j'imagine, c'est avoir le bon sous-entendrais qu'il staff. faut pas grand-chose sur ce projet-là. Ah non, pas du tout, c'est juste pour montrer que il faut savoir, par exemple, un directeur d'épisode, pour un épisode, il doit gagner 200 000, entre 200 000 et 300 000 yens. Ce qui équivaut à 2000 à 3000 euros si on fait un gros arrondi en Ouais, affaire. Hein. voilà. Mais il faut savoir, c'est pour un épisode. Et un épisode, tu mets 3-4 mois à le faire. Donc, il bosse Donc, sur plusieurs épisodes en même plusieurs temps. épisodes Oui, en bien même sûr. temps. Voilà.
Oui, eh bien, effectivement. Si on voit ça C'est comme ça, parce que ça, c'est un des points sur lesquels on n'avait pas encore trop abordé la chose, hein, c'est Mm. effectivement Mm, comment tu gagnes ta vie quand tu es animateur ou dans le milieu de l'animation, tout simplement. Parce que c'est un mm, travail finalement qui demande beaucoup, beaucoup d'investissement de soi, de temps. ouais. Mais derrière, eh ben, on n'est pas forcément riche, hein, on ne peut pas se payer la maison avec une piscine. Et même en France, c'est assez généralement connu maintenant, même public, qu'il y a des problèmes de rémunération au Japon pour les animateurs. Après, enfin là, je pense qu'Ken il va être plus loquace que moi, mais moi je fais ma promo. On fait du coup un petit stream de temps en temps maintenant avec Mangaka, qui s'appelle Animeka, et notre invité c'est Nourdine, qui est Nourdine Widad, Ah qui est yes, yes. producteur. Et il disait que, par exemple, il y avait le mois dernier, il y avait un animateur au Japon qui avait parlé de lui parce qu'il disait qu'il avait fait un burn-out et tout ça et tout ça. Nourdine avait quand même nuancé ce qu'il lisait du japonais. Il disait, bah, de ce que je comprends, surtout ce monsieur, il est quand même assez jeune. Il a pris un CDI alors qu'il aurait dû prendre un freelance. Il aurait gagné plus d'argent en freelance que en CDI, mais il a peut-être mal joué sa carte sur ce plan-là et ce plan-là. Et que maintenant, comme Twitter, c'est un peu devenu la cour pour se plaindre de tout et de rien et Mm. de déformer très vite les propos, ça a gonflé. Donc, je veux pas dire que les gens sont pas mal payés au Japon. Je sais Je à pense quoi tu juste qu'il fais y a aussi. référence. Tu fais référence à cet animateur ou animatrice qui Mhm. était chez MAPPA, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est Qui ça. avait, qui avait dit ça, mais Nourdine disait que la personne mettait en avant chez MAPPA, tous les studios l'ont à un moment ou à un autre, des fois tout le temps, des fois moins, Oui, mais c'est ce et qu'on avait dit que. en news, c'est que la personne en question avait l'air d'en avoir bossé que là et n'avait pas d'autres expériences Ah, à mais côté j'ai pas dit que t'avais pas, On est j'ai d'accord, pas hein, dit qu'on c'est n'avait ça? pas maltraité ça. Ah oui, oui, mais j'ai pas dit qu'on a maltraité ça nous, hein. Je Mais j'ai disais pas juste dit qu'on comment a... Internet l'a pris. Oui, mais du coup, oui, mais je rappelle comment nous on en a Ah oui, parlé. Je pardon. rappelle un peu que Non, mais ils étaient t'inquiète, peut-être non, pas là mais les gens. je n'accusais rien. T'inquiète, je sais que tu as. Mm. J'avais écouté, tu avais très bien traité la news, Caro. Je sais que tu es assez pro pour ne pas sauter dans la mare tout de suite, mais c'est vrai que, comme dit Fumble, c'est devenu récurrent Oui. d'entendre ah là là, au Japon, les mecs ils sont très très pauvres alors qu'ils font de l'animation. Donc après, moi je connais pas les salaires, mais je pense qu'il y a quand même toujours de la nuance à avoir, non? Il y a de la nuance et il faut savoir aussi sur quel projet et sur quelles occasions tu vas avoir parce que bah, certes, c'est vrai que l'animation, il n'y en a pas, mais bon, ça dépend aussi à quel poste tu bosses. Et après, Nordine, il est producteur, si je ne me trompe pas. Et du coup, quand tu es producteur, tu vois un peu plus la globalité de ce qui se passe dans une Hmm. production. Et quand tu es animateur, tu es plus dans enfin, T'es dans le focus. tas. Et Ouais, ouais. ouais, voilà, t'es focus. Donc, je pense que Nordine, il arrive mieux à voir. Et puis, vu qu'il bosse avec différents producteurs, du coup, il entend des échos et tout de différents genres. Donc, je pense que Nordine, il est très calé à ce sujet-là. Il doit connaître pas mal de potins dans l'animation. Voilà, voilà. Et quand tu es animateur, bah, c'est sûr que bah, euh, ça va dépendre de l'animateur, si tu es rapide ou pas, c'est quel poste tu vas pouvoir bosser dessus. Et après, il faut savoir que pourtant, si on compare à il y a 15 ans, ça s'est beaucoup amélioré, hein. Il y a 15 ans, on n'avait pas des kosoku. Kosoku, c'est à peu près, c'était plutôt un contrat sur le projet et tu étais payé au mois. C'est-à-dire, on voudrait tel animateur, on te propose un salaire au mois, on te demande de faire tant de plans par mois, donc des fois tu peux respecter, des fois tu auras du mal parce qu'on va te mettre des plans lourds et tout, on accepte, mais on te paye tant par mois. Voilà. Et ça, il y a 15 ans, tu n'avais pas ça. C'était toujours, tu étais payé au plan et tout, donc ça s'est amélioré. Et Hmm. À c'est, part peut-être Ghibli et Kyoto Animation qui avaient une structure différente, ouais. mais ouais. Oui, oui. Bah, Ghibli, Kyoto Ani, c'était ouf. Après, bah, pour Ghibli, bon, bah, il fallait être accepté par Miyazaki, Oui, ça, oui, oui, bien sûr. Miyazaki-san. Et après, Kyoto, je sais pas du tout parce que vu que c'est à Kyoto et ça reste Bah, très. ils avaient une structure un peu similaire à Ghibli parce que Kyoto Animation, ils prenaient le fait de former les jeunes et qui après allaient rester en fait. Donc, mine de rien, comme il n'y avait pas Ouais, beaucoup de studios dans cette zone-là, ils voulaient que les animateurs de la région restent, bossent ouais. pour eux en fait. Donc, c'est vrai qu'il y avait Mm, une structure similaire à Ghibli, même si Ghibli, c'était plus dû à l'élan social de Takahata et Miyazaki qui étaient des gros syndicalistes mm. dans leur jeunesse, quoi. Donc, C'est pardon. c'est- c'est exact- c'est exactement ça. C'est comme tu le dis, c'est qu'en fait, il faut que l'animateur qui bosse dans un studio sente bien. Et
faut savoir, bon, pourquoi tu vas dans ce studio-là? Ah, parce qu'il y a cette série que j'aime, que je voudrais participer. Ah, il y a tel réal que je voudrais bosser avec lui, je voudrais bosser avec lui. Ah, bah, je suis bien payé, du coup, bah, je vais aller à ce studio, mais je vais bosser sur des projets que j'aime pas. Voilà, il y a différents. Moi, enfin, j'ai eu pour Yapico, bah, on me proposait un meilleur salaire fixe. Donc, c'était une des raisons pourquoi j'ai quitté Graphinica pour aller à Yapico. Et après, il me proposait de bosser sur différents projets. Du coup, j'ai accepté. Pour 4C, 4C, au moment où j'étais allé, j'étais un peu souciant parce que justement, il y avait un peu un article qui avait éclaté sur le net au Japon en disant que 4C avait un peu était parti en mode un peu en procès avec un de leurs assistants de production Ah, sur le nombre d'heures de travail et tout, non rémunéré et tout. Donc quand j'y suis allé, bon, ben, on verra bien hein, si, si ça se passe mal ou pas. Mais bon, finalement, ça se passe très bien et donc il n'y a pas de souci. Et après, j'ai entendu que bah, c'était différents problèmes et que c'était, voilà, que des fois, tu as juste la partie de l'iceberg que tu vois avec les réseaux sociaux, mais tu vois pas tout ce qu'il y a en dessous. Hmm. Mm. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des contacts, de parler aux gens et de bien se renseigner et pas regarder que les réseaux sociaux. Et pour ça, du coup, bah, il faut être au Japon, il faut connaître des gens et pouvoir parler en japonais. Et voilà, est-ce c'est que, encore une... est-ce que tu recommanderais aux gens, par exemple, de pas forcément systématiquement viser un studio, mais plutôt justement de viser à l'individuel, de se dire je suis fan de ce réalisateur et j'aimerais pouvoir bosser avec par exemple ce réalisateur et donc essayer de voir dans quels différents studios on peut le retrouver potentiellement plutôt que de se dire Mm, parce que j'ai remarqué que nous en France par exemple qui sommes loin du Japon on va plus parler d'un studio que des gens qui mm, sont dans le studio. C'est beaucoup plus naturel mm. chez nous, mais je constate avec le temps que c'est pas une bonne manière de concevoir les choses parce que au final les gens Bah, ça change, tu vois, les gens changent et du coup après bah, les produits sortis par les studios d'animation, la qualité n'est pas la même d'un titre à l'autre alors que c'est le même c'est studio. c'est exactement ce que tu dis. C'est comme si je disais, bah, imagine une émission de manga sans Ken Bogart. Mais avec Caroline Voilà. Segara, c'est pas mal, non? Ah non, non, mais bah, Non, parce que imaginons du coup, un cri du mochi. Attention, tu vas comme te... je le remplace de temps Imagine en temps, un- c'était bizarre. Non, non, mais Non pardon, mais ok, excuse-moi, non c'est mais pas ce que je mais voulais je dire. comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je comprends tout à Imagine fait ce du que tu coup veux un dire. cri du mochi sans Caroline Segara. Tu veux dire que Fumble et moi, on ne suffit pas, c'est ça déjà? Voilà, Putain. on pourra pas... Et c'est Non pour mais, ça, non parce Voilà. que, mais je comprends, tu non vois, mais je comprends totalement c'est ton la rapport. dernière parce qu'elle elle est pas dispo après. Donc, on s'arrête pour les vacances parce qu'elle est pas Oui, dispo c'est après. vrai. C'est vrai. Mais c'est parce que tu vois, c'est moi qui fais toute la technique et la réa aussi, c'est pour ça. J'ai 4 Ah casquettes oui, sur non, la c'est vrai. tête, alors Pardon, alors, forcément, merci. voilà, tant qu'on n'a Voilà, pas, on n'a pas C'est de... vrai, on peut c'est pas des fois continuer. sur ça qu'il faut qu'on sache sur un studio, c'est parce que tu as une personne qui n'est plus là, bah, du coup, tu as toute une Mm. structure qui s'écroule un peu. Et par exemple, à Télécom, maintenant, il n'y a plus Koji Takeuchi-san, Mm. bah, parce qu'il a pris sa retraite. Mais bah, du coup, bah, Télécom a changé son... maintenant, je ne sais plus si tu peux faire des stages à Télécom. Ah oui, il y a tout qui... D'accord, ouais. Je vois, ouais. Voilà. Tu vois, c'est parce qu'il y avait cette personne-là que j'ai pu faire un stage. Bah, maintenant, il y a plus... maintenant, tu vois, Satellite, bah, il n'y a plus aucun Français. Oui, c'est vrai, parce qu'il a créé No Border, c'est ça, Thomas Romain? Il a créé No Border et il a pris son équipe avec lui et tout. Du coup, maintenant, faire un stage à Satellite, moi, je ne sais pas si c'est possible. Voilà. Hmm. Mm. Effectivement. Peut-être un no Voilà. border. Oui, voilà, il faut faire un stage à No Border. Mais voilà, c'est là où il faut s'en rendre compte. Après, il y a aussi une chose, c'est que bah, il faut bien se renseigner sur le studio. Après, si le studio peut te donner un endroit, des fois, tu vois, le studio va te proposer une bonne ambiance, une bonne paye, mais tu vas pas apprendre. Ah. Et Mm. c'est parce que bah, t'as pas, tu avais un super animateur et tout, mais finalement, il a accepté un projet d'une autre boîte et tout. Du coup, il est parti, il est plus à ce studio. Mm. Ah, bah, moi, j'étais venu parce que je voulais bosser avec lui. Bah, il est plus là. Bon, bah, je vais bosser sur les projets. Ok, ok, 1 an, 2 ans. Et finalement, tu bosses sur des trucs enfin, tu vois, tu as un salaire fixe. Ah, mais je voudrais bosser avec ce réal, il est parti là-bas. Ah, il y a ce projet qui m'intéresse bien. Voilà,
c'est compliqué, c'est difficile de trouver une bonne balance. Hmm. Et c'est Et toi, tu travailles beaucoup avec les Japonais ou est-ce que en tant que métis, mais t'es français et japonais, donc peut-être que toi c'est différent, mais alors plutôt de façon générale, les animateurs français, ils bossent entre eux, parce que maintenant on sait qu'il y a beaucoup de sous-traitance, on peut travailler avec le télétravail et tout ça, ou est-ce qu'ils sont quand même au contact avec les équipes japonaises? dans mon cas, moi, enfin, à Graphinica, c'était 100% japonais. Mhm. À Yapiko, c'était vraiment une structure franco-japonaise. Du coup, je bossais avec un groupe de Français parce que Yapiko aussi a aidé sur certains projets Crunchyroll. Et après, là, à 4C, c'est 100% japonais. Mm. J'aide un peu des fois à la traduction pour 4C quand on fait des fois appel à des animateurs étrangers qui sont pas au Japon et du coup pour une traduction anglaise et japonaise. Mais personnellement, j'ai jamais bossé pour l'Europe. Voilà. Donc Oui, oui. je reste très pour bosser avec les boîtes japonaises, avec les studios japonais. J'ai une question par rapport aux différents, on va dire, titres sur lesquels tu as pu travailler récemment. Les titres que tu mets en avant d'ailleurs sur ton compte Twitter. Je constate qu'il y a quand même beaucoup de séries, du coup, enfin d'œuvres, on va dire, en animé, qui sont plutôt des adaptations. Et il y a des Mm. cadences, entre autres, qui est un projet original, si je me plante pas. Mm. Oui. Est-ce que c'est différent au niveau du feeling de te dire que tu vas bosser sur un truc où il n'y a pas de base vraiment au Oui. départ et que du coup on est dans la création vraiment? C'est vraiment différent parce que quand tu as une œuvre, tu as déjà une image. Ouais. Tu vois à peu près quelle ambiance ça va être. Et quand c'est une œuvre originale, bah, tu sais pas quel résultat ça va avoir. Maintenant, tu vois, si on te dit de bosser sur du Hiroaka, du Jujutsu Kaisen, tu sais à quel résultat final ça va être. Mais quand ça va être quelque chose d'original, tu sais pas quel genre de perso ça va être et tout. Donc, ce sera ton imagination. Mais le seul truc moi, qui m'a fait vraiment bosser sur des cadences, c'est parce que c'était le réalisateur Tachikawa Yuzuru. C'était du coup le réalisateur de Mob Psycho, entre autres. Et vu que j'aimais bien la série Mob Psycho, et du coup, c'est une occasion de bosser avec lui, ça me dit bien. Et donc voilà, c'est pour ça que des fois, il faut s'intéresser à qui c'est qui a réalisé ça. Et parce que voilà, c'est cette personne qui a fait ça, j'ai aimé cette œuvre, ben, je voudrais bien bosser avec lui. Bah, du coup, je Et comprends pourquoi j'ai j'ai aimé eu. Décadence aussi, hein. Forcément, c'était le même réalisateur que Mob Psycho, qui est incroyable. C'est disponible Ouais. sur Crunchyroll. Je crois que la première saison est en gratuit en plus. Alors allez-y, franchement, vous n'avez même pas besoin d'être abonné. Faut découvrir Mob Psycho. C'est vraiment trop bien. C'est le même réa. Mm. Putain, fascinant. Fascinant. C'est le même réal. Et il faut savoir que il a fait Mob Décadence avec un jeune studio qui s'appelle Nut. Nut, il doit avoir juste 4 ans. Tu vois, c'est un jeune studio, alors qu'il bossait avec Bones. Bones, qui est un studio qui a plus de 20 ans maintenant. Et du coup, il a fait ça avec une équipe récente, des jeunes. J'avais pu visiter le studio qui était dans un building limite appartement. Ah oui. Et ouais, non, c'était intéressant. Et il y a plein de jeunes studios qui se fait. Et, donc, du coup, en même temps, il y a tellement de projets, il y en a trop même. Et du coup, je reviens sur un petit peu les projets que tu as bossé, enfin sur lesquels tu as bossé, pardon. Il y a entre autres, bon, là, c'est une petite dédicace à mon frère qui est dans le chat, hein, je le vois, je le guette, il parle de Jojo depuis tout à l'heure, qui est très fan de Jojo. Et donc, toi, tu as eu l'occasion de bosser sur Golden Wind. Est-ce que, avant de bosser dessus, en fait, est-ce que tu connaissais déjà l'œuvre? Est-ce que tu lisais? Est-ce que tu faisais partie des fans de la licence? Ou alors ça a été Ouais. pour toi une découverte en travaillant dessus? Juju, je connaissais depuis tout petit, mais j'avais jamais lu parce que j'avais un petit blocage sur le graphisme. Et c'est quand j'ai vu la première série qui était animée, qui était sortie du coup, en 2012, je crois. Mhm. Et j'ai accroché et du coup, ça m'a lancé à lire le manga. Mm. Et depuis, je kiffe. Et
du coup, j'ai eu la proposition de pouvoir bosser sur Jojo, je crois que d'abord c'était Mehdi Awishawi qui avait reçu l'offre sur Twitter. Et, et lui, il a vraiment un blocage avec Jojo. Je Il précise dit, que ah c'est un non, moi je veux pas animateur, bosser sur ça. oui, c'est un animateur qui est français aussi, je le précise Oui, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, et qui, pareil, bah, du coup, il fait un superbe travail oui, il est Alors, en très très plus, lui, fort. il bosse à distance en plus. Lui, il n'est pas forcément sur place. Alors, il bosse à distance depuis un an et demi Ouais. parce qu'il est bloqué en France dû au corona. Mais et lui, il voulait pas bosser sur Jojo et moi, vas-y, file-moi le contact, je veux bosser dessus. Ah, génial! Et, et du coup, il m'a passé le contact et du coup, j'ai pu bosser sur 2 épisodes de la saison 5 de Jojo. Et ça s'est bien passé en termes de prod parce que j'avais entendu que ça a été une prod très compliquée, celle de Euh, Jojo. Enfin, en tout cas, cette alors, saison-là, quoi. d'accord. Dans mon cas, moi, vu que j'étais freelance encore et vu Hmm. que j'ai participé sur 2 épisodes, alors pour moi ça s'est bien passé parce que à un moment ça s'est tombé c'était goupillé en même temps que Hiroaka, du coup j'ai passé 3 semaines à dormir dans un studio, donc ça on va pas dire que c'était cool, mais bon, c'est le risque du métier. Euh, mais en termes, c'était tight en termes de schedule. Ouais, voilà. Ouais. Après c'est de la série, donc c'est souvent tight en termes de schedule. On est plus dans un train, une espèce de Shinkansen quand on est sur de l'animé diffusé à la télé que pour un Ouais, film, par ouais, ouais, exemple. c'est surtout Jojo, il y a beaucoup, beaucoup de traits. Et, Ouais. et c'est payé le même prix qu'une autre série qui a moins de traits. Mm. Et quand j'en parlais avec certains animateurs, avec David Production, ils avaient du mal à trouver des animateurs parce que Jojo, même s'ils aiment, là, ils sont sauvés par les fans de Jojo parce qu'ils aiment Jojo, mais les animateurs, ils fuient Jojo parce qu'il y a trop de traits. Ah Et, ouais! Ouais. Bah, D'accord. du coup, et parce que s'ils acceptent, c'est un peu, ils signent pour une PLS. Ils ont plus de bras à la fin, Voilà. c'est fini. Ouais. du coup, moi, c'était Nourdine qui m'avait dit que tu avais eu un épisode récap. Et en général, quand tu as un épisode récap sur une série d'animation, c'est que c'est pas très bon parce que c'est que la prod Ouais. a pris beaucoup trop de retard et donc il faut tamponner la diff télé avec Ouais, voilà. c'est un point 5, quoi, un 12.5 ou un 13.5 C'est qui fait ça. récap de ce qu'il y a eu avant. Et ça permet à l'équipe de souffler un peu le temps de reprendre un rythme à peu près normal, Mm. quoi. C'est plus facile, par exemple, de Je me bosser sur du My Hero Academia. Sur My Hero, non. My Hero, en termes de traits, My Hero Aka, il y a moins de traits, du coup, c'est plus agréable à dessiner. J'aime dessiner du jeu, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de traits, du coup, ça prend plus de temps, du coup, ça demande plus de travail. Et sur Hero Aka, tu as moins de traits. Du coup, tu passes moins de temps sur un dessin de Hero Aka que sur Jojo. Mais tu as plein de chara-design Et, différents sur Hiro Aka. Oui. T'as voilà. plus de taches de Et ressort. oui. Et je me souviens que j'avais livré un épisode, j'étais à l'étape Genga qui pose, et moi je livre ça une semaine avant la date de diffusion, tu vois. Ouais, c'est. Donc C'est après il faut que rush. tu mettes, ok, il y a les inters, la couleur à mettre, le compo, et le livrer à la chaîne de télé. Donc Oui, donc ça speed à la fin. c'était aussi des prods endiablés, quoi, effectivement. Oui, oui. Faut savoir que quand tu débutes sur une prod qui n'a pas commencé la diffusion, tu as un peu plus de temps. Mais quand la diffusion a commencé, le moindre petit accident, le moindre petit dérapage, ça va te faire perdre du temps. C'est comme du speedrun, il faut Mm. la moindre petite détour, hop, ça te fait perdre du temps. Et après, c'est ces petits temps que tu as perdu, cumulé. Et à un moment, tu peux pas, il faut que tu livres. Voilà, coûte que coûte. Mais je me rends compte que Et ça doit être un enfer dès qu'il y a un animé en simulcast, parce que derrière, il faut que les traducteurs ils traduisent le truc aussi, tu vois, mais pour la même Ouais, date quasiment. Du coup, oh là là, voilà. ouais. tendu. Et moi, je me demandais aussi, là, parce qu'on voit plein d'animés que tu as fait avec plein de chara-design différents. Est-ce que c'est Ouais. compliqué parce qu'un mangaka, il a son trait et puis voilà, il dessine comme il a envie. Est-ce que c'est compliqué Mm. de passer d'un projet à l'autre et d'adapter au trait de la série, surtout quand c'est des adaptations? Donc, il faut que Mm. tu fasses le trait de Jujutsu, puis de Jojo, puis de Mm. Hiroaka et ainsi de suite.
Bah, c'est vrai que si tu es sur différents projets en même temps, ça peut être compliqué. Tu as besoin d'un temps d'adaptation et tout. C'est vrai que bah, tu auras peut-être plus de familiarité avec certains styles. Par exemple, moi, tu me demandes de dessiner des personnages Moé, je serais incapable. Oui, donc, non, ok, C'est, on note. j'aurais du mal enfin, c'est pour ça que je préfère les œuvres de shonen et tout parce que bah, c'est plus un style qui me plaît et qui est plus agréable à l'œil où j'arriverai mieux à dessiner. Et c'est pour ça aussi que tu as les saccans qui sont là pour te remettre au modèle et c'est là à quel point tu te rends compte qu'un sakkan c'est super important. Et si t'as pas de sakkan, ben, je pense que tu verras le Twitter plus enflammé et tout pour chaque projet. Mais c'est là où tu te rends compte, sakkan, c'est vraiment des kings. Mais justement, on parlait tout à l'heure, rapidement, on a parlé de Mappa. Jujutsu Kaisen, qui est donc une série sur laquelle tu as travaillé, c'est une série Mappa, mais du coup, tu n'étais pas un employé de Mappa. Hein, tu étais Non, t'étais j'étais en pas freelance employé. pour Mappa. Comment ça se passe quand tu travailles en freelance sur l'une des plus grosses séries du moment? Parce que Jujutsu Kaisen, c'est vraiment un titre extrêmement populaire. Bah, que tu bosses sur une série du moment ou une autre série, bah, ça se passe bah, un peu comme toutes les autres prods. Ils te contactent, ils te disent la deadline, il faudra la livrer à tel temps Et tu bossais depuis et chez toi tu t'exécutes. directement ou t'allais quelque part dans un local, dans un Ah non, non, studio? Non. je bossais de chez moi euh, enfin, c'est Jujutsu Kimetsu, l'offre est venue directement vers moi et du coup je l'ai accepté en tant qu'animateur et du coup bah je bossais de chez moi, enfin je le faisais de chez moi. Les autres œuvres comme Hiroaka, Nicky Larson et Dragon Ball Super Broly, c'était Yapiko qui avait accepté. Et du coup, c'était au nom de Yapiko qu'on acceptait. Du coup, dans ce cas-là, je bossais à Yapiko pour bosser sur ces projets-là. Voilà, D'accord. Il y a quelqu'un qui demande si c'est courant d'être freelance en animation au Japon. c'est tout le temps. C'est tout le monde? Tout le temps D'accord, ok. ça. Tout le monde est freelance. Tu peux avoir des CDI, mais quand tu es CDI, des fois, la plupart des animateurs n'aiment pas trop être en CDI parce que bah, tu peux moins choisir tes projets que tu veux bosser. C'est-à-dire que maintenant, tu vas devenir, bah, maintenant, bah, tu es CDI à Mappa, tu vas bosser que sur les projets de Mappa. Et c'est pas dit que tu vas bosser sur les projets kiffants de Mappa. Peut-être, on a personne sur le projet, bah, vas-y, tu vas bosser dessus. Et c'est le Ah projet ouais, qui t'es un qui te plaît peu... le moins et tout. Et voilà, du coup, c'est le chef qui va décider, bon, euh, tu vas bosser sur tel projet pendant un an. Ah, d'accord, mais je veux pas. Bah ouais, mais t'es CDI. Voilà. Ouais, t'as pas le choix en fait, t'es obligé d'obéir, alors que là finalement, l'avantage que t'as, c'est bah, du coup comme tu es actuellement en studio 4C et que donc depuis 2 ans, t'es en train de bosser sur un film dont tu ne peux absolument pas nous parler, mais on sera très content le jour où ce sera possible. Mais du coup, toi, tu es obligé de bosser quoi qu'il arrive donc sur ce film et de faire tout ce qu'on te demande dessus. Mais en contrepartie, du coup, en parallèle de ton travail à Studio 4C, donc t'as bossé sur Hmm. Jujutsu et le film Demon Slayer, le train de Kimetsu. l'infini, qui est sorti donc il y a déjà quelques mois au Japon, qu'on a eu très récemment en France. On a débuté les news par ça d'ailleurs tout à l'heure, puisque c'est un film qui cartonne, alors déjà au Japon, phénoménal, qui a battu tous les autres films en Il a fait. tout Hein. battu. Voilà, ça a tout battu, Ouais. ça a tout explosé. Et nous, il a fait quand même de très très bonnes entrées pour un film d'animation en France. On est à plus de quasiment 600 000, je sais plus, Thunder. Oui, 650 000, oui, oui. Ouais, voilà, un peu plus même. D'accord. 650 000 Monsieur Chiffre. entrées, c'est un petit peu hallucinant, mais c'est super cool. Voilà, donc tous ces gens qui ont vu une partie de ton travail, Canarto, en France. Merci. Et donc du coup, sur ce film, alors, est-ce que c'était... On est d'accord que t'as pas travaillé sur l'animé, sur Demon Slayer? Non, j'ai pas bossé sur la série. J'aurais voulu, mais en fait, comment j'ai pu bosser sur Demon Slayer, c'était parce qu'en fait, il y avait un Français du nom de Lucas Cisterne qui bossait un temps à Ufotable. Et, euh, et à un moment, dans la discussion, on parlait, bah, j'aurais bien voulu bosser pour Kimetsu après avoir vu l'épisode 19 où Tanjiro coupe la tête de Louis. Elle me dit, putain, la réelle était cool et tout.
ça m'a donné envie je voudrais bien bosser pour Ufotable. Et c'est à ce moment-là du coup, passe-moi ton portfolio et je l'envoie à mon senpai qui est de Ufotable et on verra. Et, du coup, j'ai fait une démo reel et du coup, il a envoyé et j'ai pas eu de réponse. Et c'était en septembre, ouais, septembre 2019. Pas eu de réponse et bon, bah, c'est mort. Et c'était le Noël 2019 où je reçois un mail. Est-ce que ça t'intéresserait de bosser sur le film? Voilà. Waouh. Et du coup, j'ai dit oui. Et non, voilà, c'est des fois, bon, des fois, tu n'as pas des réponses et tu te laisses mute. Et dès que du coup, tu as une réponse qui tombe comme ça, et après, c'est à toi de voir si tu peux ou pas. Je pense qu'on va parler un petit peu du phénomène Demon Slayer et du film parce qu'on ne l'avait pas encore abordé dans l'émission. Mais juste, je voudrais juste qu'on soit bien d'accord sur un point. On est d'accord que c'est quand même... Parce qu'en fait, quand on t'écoute parler, on a l'impression, mais qu'en fait... c'est presque facile. Ah oui, bah écoute, machin m'a contacté directement sur internet. Bidule, j'ai eu son contact et machin. Alors qu'en fait, ça doit pas être aussi simple, j'imagine, en vrai. Mais c'est vrai que quand on t'entend parler, on a l'impression que ça a pas été. Enfin, c'est pas que ça n'avait pas été compliqué, mais en tout cas, dernièrement, le travail vient à toi, plus que tu ne vas vraiment avoir besoin de le chercher. On est d'accord que c'est totalement dû à la qualité de ton travail et c'est hyper gratifiant en un sens. Alors, je pense peut avoir ça aussi, mais il faut savoir qu'aussi, il y a trop de productions au Japon et qui sont vraiment cruelles d'animateurs. Ah, donc il y a vraiment Et, ça aussi. ouais, et des fois, enfin, il y a en ce moment un peu une situation un peu qui fait peur au Japon. C'est, par exemple, on va dire qu'il y a un studio qui contacte des jeunes maintenant sur Twitter dès qu'ils voient écrit en japonais Animeta. Et ils les contactent sans vraiment trop connaître leur niveau. Et parfois, du coup, je reçois des messages de ces jeunes. Ah, j'ai eu ma première offre de tel studio pour tel projet. J'ai jamais bossé pour l'animation au Japon. Ah oui, d'accord. Ok. Et c'est pour te montrer à quel point, des fois, les studios d'animation, ils ont une exigence, mais ils trouvent tellement peu de personnes. Au final, ils font avec ce qu'il y a, ce qui reste. Et voilà, eux, les assistants de production, ils ont un quota de cut à mettre de l'autre côté. Du coup, il faut trouver les gens qui vont pouvoir les faire ça. Et du coup, ils contactent des jeunes animateurs. Alors, des fois, ils tombent sur des très bons. Et des fois, encore des gens qui apprennent et qui vont apprendre sur cette prod, mais que des fois, il peut y avoir des accidents. T'en as Et, beaucoup? Juste, ce que tu racontes là, c'est un cas qui se généralise de plus en plus ou ça reste quand même des exceptions sur un ou deux studios qui ont été obligés d'avoir recours à ça exceptionnellement ou c'est vraiment en train de se populariser ce problème? En ce moment, je trouve que ça se popularise pas mal. Quand tu es jeune, tu vois, tu reçois ta première offre sur un tel projet, tu as les yeux qui brillent et tu dis, putain, c'est ma chance. Du coup, c'est difficile à dire non. Mais pour le coup, je trouve que c'est un peu la faute des studios où c'est à eux de juger, savoir si la personne est prête ou pas pour bosser. Et ils ne demandent pas de portfolio et tout, ou sur leurs précédents qu'ils ont pu bosser. Et après, mais si, comment veux-tu qu'ils aient des antécédents s'ils n'ont pas pu débuter? Mais il faut savoir qu'au Japon, en devenir animateur clé, c'est des étapes avant. C'est devenir intervalliste, passer des étapes de dessin, faire des tests de Genga, se foirer, avoir l'aval de l'aîné, ok, tu peux devenir Genga. Et les jeunes qui donc du coup sont sur Internet, ils skippent cette étape-là. Pas qu'ils le veuillent ou pas, hein, c'est juste ils sont à l'étranger et tout, et du coup ils reçoivent directement l'offre pour de bosser sur les postes clés. Et là c'est un peu problématique, du coup des fois, quand j'entends des fois du coup les chefs animes recevoir ces plans-là,
Ah, ils sont pas très contents. Et donc voilà, il faut faire attention et c'est là que tu vois qu'il y a une surproduction. Maintenant, bah, c'est bon, le chef animateur va corriger. Le chef animateur, il va pas pouvoir tout corriger. À un moment, bah, il va falloir faire des sacrifices et tout. Mm. Donc voilà, mais ça, c'est un problème du studio, bah, à savoir bah, qui c'est qui prennent. Et après, c'est aussi aux jeunes de savoir s'il est prêt ou pas. S'il sait écrire en japonais, s'il sait remplir une timesheet, faire les bonnes annotations. Si à l'étape où il ne sait pas remplir une timesheet, je le déconseille de faire la prod parce que bah, ça va rajouter du travail pour le chef épisode et pour le chef épisode et le chef animateur. Voilà. Pour faire des corrections et tout. On est un peu dans une situation picky, hein, c'est compliqué. Effectivement, mais c'est fou, je m'attendais pas à ce que ils aillent chercher même des gens qui, comment dire, qui n'ont En vrai, pas d'expérience, on va dire. Tu vois. en vrai, quand on en parle avec enfin, des amis, j'ai plus l'impression qu'il est plus facile de bosser au Japon, dans l'animation au Japon, que de bosser dans l'animation en France. Effectivement, on dirait Parce bien, qu'en mais de la même manière que c'est plus facile de trouver un baito au Japon en 2-2, alors que en France, avoir un petit boulot étudiant, c'est vachement plus compliqué. Pareil, vraiment. Ils sont pas trop voilà, exigeants sur le baito. ouais, donc voilà. Bah, après les studios, bah, ça s'est bien passé avec lui, du coup on recontacte. Mais même si ça s'est pas très bien passé, des fois on manque tellement de gens bah, qui font qu'on trouve des gens. Voilà, mais tu vois, ces retours-là, je suis pas sûr que les jeunes l'ont Mm. avec l'assistant de prod et tout, parce que c'est aussi des différences de culture, parce que au Japon, ils auront moins dans la confrontation. Ils vont plus esquiver ces sujets de problème et moins le montrer. Alors qu'en France, bah, tu voudrais savoir si ça s'est bien passé ou pas Bah ouais, pour mieux t'améliorer débriefer, pour la prochaine fois. forcément, ouais. Voilà. Mais bon, le Japon, ses productions ne se sont pas encore adaptées à ces personnes qui bossent à l'étranger. Au Japon, c'était plus, bah, tu viens au studio, c'est le studio qui va te former pour que tu puisses bosser sur leur projet. Mm, Et là, le fait que bah, qu'ils sont à l'étranger mm. et que bah, soit ils savent parler japonais, soit ils ne savent pas parler japonais, ça rajoute encore une autre difficulté de communication. Déjà, quand on parle dans la même langue, on a du mal à se comprendre et du coup, Oui. quand c'est deux langues différentes, il y a un certain gap. Et donc voilà, c'est compliqué. Du coup, on verra qu'est-ce que ça va donner dans les années futures. Bah, on sait pas, peut-être que d'ici quelques temps, en fait, tous les gens dans les studios d'animation au Japon seront formés à l'anglais, le français, l'espagnol, et il y aura beaucoup moins de problèmes de communication pour aller chercher des animateurs dans le monde entier. Peut-être que ce sera une évolution, on sait pas. En tout cas, l'heure tourne, on va bientôt te libérer. Merci déjà de toutes les informations que tu nous as... Mais j'en ai appris des trucs ce soir, hein, de vous, j'en ai appris. C'était inattendu, c'était hyper cool. On va parler de Demon Slayer, est-ce que tu as le temps de rester un peu avec nous pour qu'on parle un peu du film ? Oui, oui, oui. Super, parce que du coup on va en parler dans le Mochi Critique. Le Mochi Critique. Et donc je vous disais, voilà, on va parler de Demon Slayer, le train de l'infini. Donc c'est un train... C'est un film. Ouais, c'est un train aussi, hein, mine de rien, il y a un énorme train. Un train et un film. C'est un train, c'est un film. Le train est très surprenant, d'ailleurs, il est très sympa. Bon, je sais pas si j'ai envie de le prendre tous les jours, celui-là il est un peu particulier. Mais donc c'est le film canon de la série Demon Slayer, c'est-à-dire qu'il est dans la continuité de la série animée, qui est déjà sortie, qui est disponible chez Wakanim. D'ailleurs, c'est grâce à Wakanim également qu'on a pu avoir la distribution du film dans les salles de ciné en France. Et donc c'est la suite directe. C'est la suite directe. Donc si vous voulez enchaîner sur la saison 2, il faut passer par le film d'abord. Hein. C'est une étape obligatoire, c'est mieux. Et donc c'est une fois de plus Ufotable qui s'en est occupé, tout comme la première saison. Donc le truc c'est que c'est aussi beau que l'animé. Et là, je me rappelle qu'on a eu un petit débat avec Thunder à ce niveau-là, parce que il considérait que c'était juste un magnifique et sublime grand épisode de Demon Slayer, plus que vraiment un film en soi. Mais bon, voilà, c'est nos débats.
nos débats entre les gâteaux Moi, et les cookies. j'aurais pas dit magnifique et sublime, j'aurais dit c'est un épisode de Demon Slayer de 2 heures. Il est très relou, ce monsieur. Bah écoute, non mais tu veux me titiller, je Mais je ne te réponds à la titille pas, titillade. je ne faisais qu'énoncer des faits. Ouais. Voilà, je ne titillais rien du tout. Et donc, en fait, ce film va tout simplement continuer à nous raconter les aventures de Tanjiro et de toute sa clique qui embarque dans un train où il se passe des trucs un peu étranges. Et il y a évidemment du démon là-dessous. Et voilà, c'est un film qui réunit un petit peu tous les bons ingrédients, j'ai envie de dire, à savoir des scènes d'action vraiment hyper dynamiques. On est vraiment plongé dedans. Des grands moments également on va dire d'émotion. Il y a des petits moments très larmoyants sur certains passages. J'ai pleuré sur le film Demon Slayer, j'ai pleuré au cinéma. Il y a donc un petit peu tout ce qu'il faut et tout ce qui fait la beauté du coup de l'œuvre animée. Des animations incroyables, extrêmement fluides, les musiques, les ambiances, et évidemment on retrouve l'intégralité des comédiens de doublage qu'on avait déjà sur la série. Donc vraiment, si on a suivi l'animé, c'est un plaisir de juste continuer. Et après, je l'ai vécu un peu comme dit Thunder, un peu comme juste un énorme épisode, mais pour moi, c'était un peu plus grandiose que ça à titre personnel. Mais bon, voilà, c'est mon propre ressenti, mon propre feeling. Et d'ailleurs, je sais que c'est pas pour rien aussi que le film a été extrêmement vu chez nous. C'est parce que je pense effectivement qu'il y a la hype, et que la hype c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément trop contrôler. Donc je pense que tous les gens qui bossent sur Demon Slayer sont très contents que cette hype soit là. Mais pour moi il n'y a pas que ça. Pour moi il y a un peu plus, même si beaucoup de gens vont dire c'est un shonen comme un autre, je comprends pas pourquoi lui plus qu'un autre, etc. Moi, je lui trouve de belle qualité, mais moi, dans ma tête, ce serait plus d'une autre manière que je verrais les choses. Pour moi, Demon Slayer, c'est un très bon shonen, mais de la même manière que d'autres séries sont de très bons shonen et que j'estime qu'elles mériteraient le même succès. Tu vois, moi, c'est plus dans cette perception-là que je ressentirais un petit peu les choses. Demon Slayer au Japon, ça a été un phénomène incroyable également. Le film, il est sorti en salle cet automne. Ça a été fou. Les salles ont été prises d'assaut. Comment tu l'as vécu, Ken? Toi qui vis là-bas. C'était full complet. Je me souviens que avant le film Demon Slayer sorte, quand tu allais au cinéma, quand les cinémas étaient ouverts, tu avais une place sur deux qui était ouverte. Tu vois, entre deux personnes, tu avais une place de vide. Pour le film de Demon Slayer, ils ont dit bah les couilles. Sérieux? Et du coup, il faisait toutes les salles remplies à ras-bord. Et du coup, tu avais des gens qui allaient le voir aussi plus de 5 fois, 6, 7. Moi, je suis allé le voir 2 fois. Mais oui, à chaque semaine, tu avais une annonce du studio Ufotable qui disait bon, le film a fait tant, dépassé tant et tout. Non, c'était impressionnant. Et je crois que c'est au bout de 2-3 mois qu'il est devenu premier. Ouais, 2 mois et demi à peu près. 2 mois et demi, voilà. Et donc, c'est historique dans l'animation. Enfin, ça faisait 20 ans que c'était pas devenu qu'il n'y avait pas un film d'animation qui avait dépassé Chihiro. Ouais. Comme tous les professionnels, quand tu es devant le produit final, comment tu réagis quand tu vois tous les défauts, je suppose, comme un peu tous les créateurs. T'arrivais à en profiter quand même ou... Oui, il y a un moment où ça m'a fait un peu sortir du film, c'était un peu la 3D. Voilà, la pareil. 3D des tentacules, où j'ai dit « what ?» J'avais un peu du mal à ce moment-là et ça m'avait un peu étonné cette 3D où, pourtant, connaissant un peu Ufotable, je pensais qu'ils auraient pu donner un autre aspect. Pas que l'animation, c'était vraiment le rendu qui m'avait pas trop plu. Après, je sais pas, peut-être que c'était la direction qui voulait ce genre de rendu-là, mais personnellement, après, c'est mes goûts où j'aurais pas traité ça plus comme ça. Surtout, non, mais tu as raison, parce que quand tu vois les attaques qui elles aussi sont faites en CGI, et il y a un traitement pas des surfaces, mais de la texture, du rendu des textures qui est assez intéressant. C'est vrai que la rendu du train fait un peu caca, quoi. Pas l'animation, mais je suis d'accord avec toi, la texture rend pas bien. Ouais. La texture des tentacules et tout. Je pensais qu'il y avait
un mieux rendu quand tu vois, comme tu dis, ces FX de flammes, les flammes de Rengoku étaient très jolies et tout. Et là, tu voyais, waouh, c'est beau. Mais quand tu vois ces tentacules, ça m'a un peu sorti du film. Bah, Mais c'est bon, vrai que les effets, tout ça, on ne les voit pas comme de la CGI, alors que vraiment, oui, toute cette chair, l'utilisation de la CGI pour la chair, on voit de la mm, CGI avant tout, euh, plutôt que bah, rendu quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours, ça me rappelle à chaque fois Akira Ah, et les ah excroissances de oui, chair dans Akira, de la vraie animation. Et s'ils l'avaient fait comme ça, là, effectivement, j'aurais considéré l'ensemble du film comme un vrai ah, film je d'animation pense qu'après, ça aurait complète. demandé beaucoup plus de travail. Ça aurait été différent, vu qu'il y a quand même beaucoup de scènes où ça se passe Mais comme je pense que ça. si Mais c'était bon, en 2D, ça aurait été très joli. Mais mm, du coup, il aurait fait trouver ça aurait été plus cher. l'animateur qui pouvait s'animer ça. Et voilà. mais Voilà. Moi, c'est juste vraiment les tentacules qui m'avaient gêné dans l'esthétique. Après, le train, qu'il soit en 3D ou pas, ça allait. C'était vraiment quand justement le train a commencé à muter avec cette chair de gluante ou je sais pas quoi. Mm. C'est ça qui m'avait un peu fait sortir du film. Voilà. Mais c'est surprenant, non? Parce que finalement, Ufotable, c'est un studio qui arrive parfaitement en général à lier la 2D et justement la Mm, CGI. C'est parmi les studios, je pense, qui le fait le mieux au Japon en tout cas. Donc c'est exactement. surprenant que ça vous ait fait ça. C'est étrange. Après, il faut savoir que le film est sorti en octobre et il faut savoir qu'en juin, ils avaient sorti aussi Fate, le film. Et quand je vois le résultat de Fate qui était impressionnant en termes de 3D, de composition et tout, peut-être que leur meilleure équipe 3D a dû être sur Fate et tout. Enfin, on peut voir des fois des extraits sur un site qui s'appelle Sakuga Boru, où justement tu vois le working progress sur le film Fate et c'était impressionnant en termes de compo, de 3D. Esthétiquement, c'était beau. D'accord, je connaissais pas ce site. C'est un site en japonais? C'est du coup Sakuga Boru. Et c'est en fait plein de fan animes qui rassemblent toutes les séquences et Hmm. les animes qui ont marqué, qui ont été belles et tout, et qui font une sorte de index, bibliothèque. Et du coup, tu peux retrouver les animes comme ça, et des fois les Genga aussi sur certaines productions. Et quand tu es animateur, c'est un peu une bible, parce qu'après, tu peux regarder l'anime, tu peux faire du pause-to-pause pour voir comment a fait l'animateur et tout, et c'est très très riche. D'accord. D'ailleurs, il y a Ouais. peut-être du Demon Slayer dedans, Le Train de l'Infini, parce que sur la fin, Euh, il y a quand même des séquences qui sont assez ouais, impressionnantes. Je sais ouais. pas Bah, laquelle, toi, t'as le plus impressionné, d'ailleurs, si t'as bossé dessus, peut-être. ouais. Bah, je pense que le film, il sort aujourd'hui au Japon. Le DVD, pardon, le Blu-ray. Ouais. Donc, Mm. je pense que dès qu'il y aura le Blu-ray qui sera sorti, bah, on verra des séquences d'animation dans Sakuga Boru. Et moi, la séquence que j'ai trouvé ouf, c'était le combat final, mais c'était quand Rengoku fait un peu son attaque finale, où tu suis le sabre coupé, Mhm. euh, le perso Akaza. Et toute cette anime où tu suis le sabre coupé pour fendre avec les flammes et enfin, tu sens enfin, en termes d'anime et enfin, de perspective, ouais, il fallait se mettre dans la position du sabre pour suivre ce mouvement. Je trouvais ça assez impressionnant et, euh, et ça doit être dur à faire. Mais t'arrives à regarder des films d'animation ou des séries sans avoir trop le regard professionnel ou c'est impossible maintenant? Si, si, ça arrive parce que, enfin, par rapport à mes autres collègues, Mehdi ou Yann, ils sont beaucoup plus critiques que moi. Moi, je reste encore bon public, hein. Et, euh, et, euh, et, et, Et du coup, bah, il y en a certains, ah non, ça aurait pas dû être fait comme ça, plus comme ça aurait été mieux. Est-ce que je comprends tout à fait? Et après, moi, je me dis que enfin, pas dans le cas de Demon Slayer, mais quand c'est de la série, c'est compliqué et du coup, il faut que tu le fasses avec le temps que tu as et tout. Et dès que tu veux sortir un peu des sentiers battus, bah, il faut que tu aies une équipe qui puisse s'adapter à ça. Et c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, bah, des fois, il faut pas trop sortir des sentiers battus parce que sinon, bah, tu vas pas trouver les bons
les bonnes personnes pour pouvoir faire dans le style que tu veux. Du coup, il faut trouver un bon équilibre et tout. Après, si tu as une team core et tout qui peut t'aider dans ton style, bah, c'est le mieux. Mais pour avoir une team core, bah, il faut avoir travaillé quelques années, avoir sympathisé avec les gens, avoir une alchimie qui se crée avec le réal, toi, l'animateur, le chara designer, et du coup créer une team. Et voilà, Bah, merci ça prend du beaucoup, temps. Ken. Il y a une dernière question, parce qu'après, du coup, on va te laisser ou dormir ou reprendre le cours de ta journée. Je ne me rends pas compte dans quelle Retournez position. bosser. Il est 4 h du Ouais. matin. Non, il doit être quoi, 6 h du matin bientôt là chez toi? À peu de choses près. Ouais, bientôt 7. Ah ok, d'accord, pardon, ouais, le fil du temps qui est perdu chez moi. Donc bientôt 7 h. Non, non, ouais, merci beaucoup d'être resté avec nous jusque-là. Il y a quelqu'un qui posait une question, Six, sur le chat, qui demande quels sont tes animateurs préférés. Mes animateurs préférés, j'aime beaucoup Inoue Toshioki. C'est un animateur très reconnu au Japon, notamment dans le réalisme. Il a pas mal bossé sur les œuvres de Kon Satoshi. Ah, justement, d'accord. Ouais. Après, j'aime bien aussi Okiola, qui est aussi réalisateur du film Jinro. Et pas mal dans cette école réalisme d'acting, pas très souvent action, c'est plus dans les mouvements de pause, de rythme. Où Dans les j'aime bien mouvements aussi naturels du corps, en fait. mouvement naturel du corps, mais quand ils font de l'action, ça déboîte aussi. Hein. Forcément. C'est des animateurs qui savent tout animer, c'est ça. Si j'arrivais à pouvoir tout animer, ce serait mon rêve. Bah, merci beaucoup, Ken Arto. D'ailleurs, on finit l'interview sur un raid. On vient d'avoir un raid à l'instant de KO. KO, des bisous, KO, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Donc là, il y a Merci. pas mal de gens qui nous rejoignent. D'un coup, là, au moins plus d'une centaine. Merci à tous les gens qui arrivent. On était donc en pleine interview avec Ken Arto, qu'on va laisser se reposer, ou en tout cas commencer sa journée, au choix, je me rends pas trop compte. Salut KO, coucou. Merci beaucoup pour le raid, ma chérie, c'est très gentil. Mais non, mais c'est très bien, merci. C'est juste, comme on va devoir te dire au revoir, je me dis, ah mince, mais n'hésitez pas à regarder le replay pour du coup savoir tout ce que nous a appris Ken Arto dans l'interview. C'était vraiment super cool. Mais comme je le disais, parce que du coup c'est terrible, le temps finalement c'est mon pire ennemi. L'heure tourne, c'est incroyable, je suis le lapin blanc. Et je pourrais crier, on est en retard. J'ai fait les oreilles d'un lapin. Non, ça c'est Fumble. Toi, t'es Alice. Moi je suis Alice. D'accord, ok. Oui. Il me faut ma montre à gousset. Je l'ai perdue. Mon Dieu, c'est terrible. En tout cas, Ken, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps et merci pour les incroyables travaux, hein, comme on dit. J'ai hâte de voir du coup tout ce que tu es en train de préparer et dont tu n'as pas forcément le droit de parler maintenant. Je rappelle juste que du coup, tu bosses depuis pas mal de temps maintenant sur un film avec le studio 4C. Et peut-être après d'autres trucs, on verra. Dans ma tête, c'est là peut-être qu'il sera sur la prochaine saison de Demon Slayer, mais j'ai pas posé la question parce que je me suis dit s'il en parle pas, c'est de toute façon qu'il a pas le droit d'en parler. Donc finalement, on aura peut-être la surprise ou d'autres surprises sur les prochains animés où t'as pas eu de temps depuis de faire des trucs en freelance. T'as pu faire des trucs en freelance? En ce moment, je fais sur un truc de freelance. Ok, très bien. Bon bah très bien. Bon, on aura peut-être bientôt des surprises. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pu nous consacrer du temps, surtout à un horaire aussi peu pratique pour toi, alors que tu es au Japon. C'est vraiment très gentil. Merci de m'avoir invité et merci pour votre accueil chaleureux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Repose-toi bien. Merci à toi. Bye bye. Merci. Ciao. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Ah, je suis très heureuse. Très heureuse parce que c'était vraiment très bien. Alors, il faut que je me repositionne correctement, c'est-à-dire ici, voilà, pour laisser Ken le temps de couper, etc. Du coup, de notre côté, on va continuer avec nos reviews. Et je crois que voilà, j'avais relancé un petit jingle du Mochi Critique parce que j'aime bien lancer des jingles.